Ces chasseurs de primes retournent sur Terre 2000 ans après que la planète a été abandonnée par l'humanité et ils sont à la recherche d'un fugitif. Robert explique que la Terre est inhabitable depuis de nombreux siècles, mais malgré cela, ils sont certains d'avoir détecté un signe de vie humaine. La fille blonde mentionne qu'ils devront porter des masques car les niveaux d'oxygène en dessous sont dangereusement bas. Après avoir atterri sur la planète pour commencer leurs recherches, la capitaine se demande s'ils sont au bon endroit. Son assistant l'informe qu'ils n'y sont pas encore tout à fait. Ser-Young avance un peu plus loin et trouve enfin le bon endroit, qui est situé profondément sous terre. En canalisant l'énergie à travers son appareil, elle perce un énorme trou dans le sol, révélant un tunnel étonnamment profond en dessous. Sonja confirme à partir de leurs instruments qu'ils sont directement au-dessus de la cible. Sans peur, le capitaine Ser-Young saute dans le tunnel où elle découvre une grande porte avec un avertissement écrit. Le capitaine demande à Sonja de traduire l'inscription. Elle explique que c'est une langue ancienne datant de 2000 ans, et cela dit « Ils m'ont piégé ici, ne l'ouvrez pas à moins que vous ne vouliez mourir ». Malgré cet avertissement sinistre, la fille ne semble pas s'en soucier et ouvre quand même la porte. En entrant, ils sont tous choqués de trouver Caribou, un Pokémon poilu, assis au sommet d'une structure. Poussée par la curiosité, la fille s'approche de lui pour mieux le voir, puis le touche du bout du doigt sur le bout de son nez. Dès qu'elle entre en contact, elle ressent une sensation étrange et soudain, il se réveille de son long sommeil, libérant une immense quantité d'énergie. Elle tente de contenir le pouvoir, mais sa propre force n'est pas suffisante. L'énergie éclate avec une telle force qu'elle remplit toute la caverne et s'étend au-delà, atteignant jusqu'à leur vaisseau en orbite dans l'espace. L'explosion qui en résulte est si puissante qu'elle manque de détruire le vaisseau. La capitaine Ser-Young est projetée en arrière par la force de l'explosion, incertaine si son partenaire Robert va bien. L'homme poilu se lève et s'approche d'elle, exigeant de savoir qui a osé le réveiller, mais elle reste silencieuse. Il déclare son intention de tous les tuer. Effrayée, Ser-Young voit son bras commencer à se lever et décide d'attaquer en premier. Elle utilise toute sa puissance pour créer une explosion massive qui illumine toute la caverne. Son énergie est complètement épuisée par l'effort, mais malheureusement pour elle, l'homme émerge de la fumée sans une seule égratignure. Il lui dit que c'est son tour et commence à flotter avec une incroyable aura violette l'entourant. Ser-Young était certaine qu'elle allait découvrir personnellement ce que ça fait de mourir. Tremblante de peur, elle tombe sur le dos, stupéfaite lorsque l'homme s'effondre soudainement et s'évanouit. Son partenaire Robert était vivant, il avait seulement fait semblant d'être mort. Il suppose que l'homme a dû s'évanouir après tant d'années sans nourriture. Par radio, Sonja confirme qu'il est toujours en vie. Après quelque temps, ils retournent au navire en apportant le mystérieux Pokémon avec eux. Tous les membres de son équipe sont fermement opposés à cette idée, mais le capitaine défend sa décision en argumentant qu'une telle créature doit valoir beaucoup d'argent, que sa valeur pourrait être inestimable. Ils commencent à discuter de qui ils pourraient éventuellement le vendre et pour combien. Leur attention se tourne ensuite vers son corps inconscient alors qu'il se demande quoi faire lorsqu'il se réveillera. Ser-Young était convaincu que le fil de soie céleste qu'ils utilisaient pour le lier était indestructible. Soudain, ils entendent un bruit étrange, l'homme se réveille et essaie de les attaquer, mais Sonja lui offre simplement de la nourriture. Remarquant que les saucisses sont une bien meilleure option que de se battre. Rempli d'un bonheur qu'il n'avait pas ressenti depuis des siècles, l'homme commence à manger. Alors qu'ils observent la créature affamée, Ser-Young demande à Sonja comment elle savait que cela fonctionnerait. La fille répond que c'était évident, un animal affamé qui n'a pas mangé depuis des siècles n'ignorerait jamais une offre de nourriture. Après avoir rempli son estomac, l'homme qui se présente comme Lee Mokijin découvre qu'ils ne sont pas des pilleurs de tombes, mais des chasseurs de primes. Il, qui avait été isolé pendant 2 millénaires, apprend maintenant que l'humanité s'est presque éliminée elle-même à travers des conflits internes. Les quelques survivants ont décidé d'abandonner la planète et de vivre dans l'espace. Ser-Young explique qu'après avoir déménagé dans l'espace, toutes les formes de violence et de combat ont été interdites, y compris tous les types d'armes, même nucléaires. Même la pratique des arts martiaux a été bannie. Elle lui dit qu'ils suivent maintenant le galactique calendrier. L'homme devient furieux, il ne croit pas qu'il soit possible pour l'humanité de vivre dans l'espace et menace de tous les tuer. En réponse, le groupe pointe simplement vers la fenêtre principale du vaisseau. De là, il était possible de voir à quoi ressemble la Terre maintenant. Elle n'est plus la planète bleue et vibrante qu'elle était autrefois. Ser-Young commente que la planète a en fait meilleure apparence car elle a eu 2000 ans pour guérir de ce que l'humanité lui a fait. Elle ajoute ensuite qu'il a une odeur terrible, résultat naturel de siècles sans bain. Il lui présente la salle de bain et la douche du vaisseau. Quand l'homme est sorti avec les cheveux coupés et nettoyés, l'équipage pouvait à peine en croire ses yeux. Ce n'était pas un Pokémon ou un horrible vieillard, son corps était celui d'un jeune homme incroyablement beau. Ser-Young était choquée, réalisant que cela faisait des années qu'elle n'avait pas vu un garçon aussi beau. Plus tard, alors que Lee s'émerveillait devant la vue incroyable de l'espace, il sentit soudain une pincée sur sa joue. C'était Ser-Young, elle voulait juste s'assurer que le garçon en face d'elle avait vraiment 2000 ans. Elle lui rappelle que les années passées en hibernation ne comptent pas, juste pour qu'il le sache. Pendant que le capitaine interroge le nouveau, Robert et Sonja les observent en se demandant à quel point toute la situation est étrange. Ils atteignent bientôt un bâtiment qui semble être construit dans un astéroïde situé dans les Pléiades. Les Pléiades sont un amas d'étoiles dans la Voie lactée. Le bâtiment est la taverne de l'espace astéroïde où les gens vivant dans l'espace viennent passer un bon moment. À l'intérieur de la taverne, il y a une auberge appelée la Grue Sauvage où des gens prennent des boissons et de la nourriture en bas. À
l'une des tables, Sonja regarde avec horreur alors qu'elle voit quelque chose qui la surprend. Le nouveau la fixe, se demandant ce qui est si important. La scène inimaginable est maintenant claire alors que notre gars fourre 6 morceaux de hot dog dans sa bouche en même temps, avec une autre montagne de hot dog encore devant lui. Robert chuchote à Sonja et demande comment un humain peut manger autant, et Sonja mentionne qu'il a été affamé pendant les 2000 dernières années. Robert devient plus inquiet et demande s'il va manger 2000 ans de nourriture juste pour apaiser sa faim, et Sonja lui dit que cela pourrait être le cas vu la façon dont il mange. Quelques instants plus tard, notre gars vide les assiettes et fixe les chasseurs de primes, probablement en s'attendant à ce qu'ils passent une autre commande. Pendant ce temps, le propriétaire de l'auberge de la grue sauvage, Wong le 18e, parle avec Ser-Young et est intrigué par sa demande. Il demande à confirmer si elle cherche vraiment un courtier. Ser-Young affirme que c'est le cas et dit qu'il doit être riche et coriace parce que ce qu'elle a à vendre est extrêmement cher et précieux. Il lui demande en plaisantant combien cela doit être cher pour rendre le Blazing Devil habituellement décontracté si frénétique. Ser-Young lui demande combien vaudrait une collection complète de manuscrits d'arts martiaux vieux de 2000 ans si c'était tous des originaux et tous de rang S. Ces mots alertent Wong qui ouvre ses petits yeux et arrête de fumer sa cigarette pour écouter plus attentivement ce qu'elle dit. Il continue à tirer sur sa cigarette et laisse échapper un nuage de fumée, réfléchissant à la question qu'elle lui a posée. Quelques instants plus tard, Wong est vu assis tout seul après que le capitaine ait quitté la réunion. Un des gardes à proximité demande à Wong si ce qu'elle a dit pourrait vraiment être vrai. Le garde continue en disant que des originaux de rang S datant de 2000 ans doivent être incroyablement précieux. Wong continue simplement à fumer sa cigarette et lui dit que les manuscrits ne valent rien du tout. Le garde demande à nouveau pour être sûr d'avoir bien entendu, car il est certain que des manuscrits comme cela pourraient se vendre une fortune. L'aubergiste se répète et lui dit que les manuscrits ne valent rien du tout. Il explique que si de telles choses existaient, un seul livre pourrait acheter une planète et plus encore. Il se demande comment un simple chasseur de primes de niveau moyen comme le diable ardent peut prétendre en avoir trouvé un tas, ce qui signifie qu'ils doivent être des faux. Il dit aux gardes de redescendre sur Terre et de les mettre dehors. Pendant ce temps, Ser-Young revient à la table et demande où Sonja est soudainement partie. Robert lui dit qu'elle est partie chercher d'autres provisions et demande comment s'est passée sa conversation avec l'aubergiste. Les yeux de Ser-Young s'illuminent et elle dit que leur conversation s'est bien passée. Elle mentionne même que Wong promet de les contacter immédiatement s'il trouve quelqu'un pour acheter. Son attention est rapidement attirée par quelque chose devant eux. Devant eux, le nouveau se détend sur un des bancs avec une douzaine d'assiettes vides entassées devant lui, comme s'il avait dû manger toute la nourriture. Le capitaine demande à Robert qu'il n'est pas possible qu'il ait mangé toute cette nourriture et espère que ses yeux la trompent. Robert lui dit simplement qu'ils ont de la chance qu'il ait juste arrêté de manger. Le capitaine met ses mains sur sa tête avec regret et dit à Robert qu'elle aurait fait autre chose si ce n'était pas pour l'argent qu'il pourrait en tirer. Pendant qu'elle parle, la porte de la taverne s'ouvre brusquement. Le bruit attire l'attention de tout le monde dans la taverne qui se retourne pour voir qui sont leurs invités. Quelques hommes habillés en entrent dans la taverne et ils ont l'air de chercher des ennuis. Ser-Young est alertée par leur présence car il semble qu'elle les reconnaisse. Elle reconnaît les hommes à l'air sérieux comme des membres d'un groupe appelé la secte du démon céleste. Comme c'est étrange, démon et ciel dans le même mot. Le chef de l'escouade qui est entré dans la taverne commence à scruter les environs et il semble qu'il cherche quelqu'un. Il regarde les profils des personnes assises dans la taverne à travers une lentille futuriste. Pendant ce temps, Ser-Young affirme que la personne qui scrute la taverne n'est autre que le chef de l'escouade du loup rouge de la secte du démon céleste nommé Sanjin Wuyue. Robert le confirme et mentionne que le peloton du loup rouge sont les inspecteurs de la secte démoniaque. Il demande pourquoi ils sont là, alors Ser-Young lui dit qu'ils se spécialisent dans le pistage, donc ils doivent poursuivre quelqu'un. Elle lui chuchote de ne pas croiser leurs regards pour ne pas les irriter. Notre gars les entend parler et leur demande s'ils ont mentionné une secte démoniaque. Ser-Young se retourne pour lui faire face, se demandant pourquoi il s'intéresse à la secte. Le nouveau, qui a encore des miettes de hot dog sur la bouche, leur demande s'il pourrait parler de la secte du démon céleste, et il semble les reconnaître. Le capitaine lui demande comment il connaît la secte du démon céleste, alors qu'il a dormi pendant des milliers d'années. Elle réalise que la secte du démon céleste aurait existé aussi à son époque. Notre gars la regarde avec surprise et demande pourquoi les gens ne fuient pas en présence de la secte du démon céleste. Il leur dit que s'ils étaient vraiment des membres de la secte démoniaque, les gens devraient fuir en panique. Ser-Young lui demande pourquoi ils fuiraient. Elle mentionne que la secte du démon céleste a ses problèmes, mais qu'ils sont toujours fiers d'être la principale secte orthodoxe et pratiquant la foi dans l'univers parce qu'ils sont vraiment les meilleurs. Le nouveau la regarde avec surprise. Il se demande comment la secte démoniaque et le mot orthodoxe peuvent être utilisés dans la même phrase. Soudain, il pense que son rêve, qui avait toujours semblé vide et lointain, semble s'être vraiment réalisé. Pendant ce temps, Sanjin remarque quelqu'un d'étrange pendant qu'il inspecte la foule et s'arrête pour confirmer. Un couple assis près de lui se retourne, se demandant pourquoi il les regarde. Sa cible n'est pas le couple, mais un autre homme qui est assis seul, la tête sur la table. Sanjin s'approche de lui et lui ordonne de lever la tête pour qu'il puisse voir son visage. Lorsqu'il lève la tête, le système indique que son énergie interne est de 52,7 C. Il montre également les arts martiaux qu'il connaît et indique qu'il est recherché pour des accusations de vol de niveau 2 et d'agression. Sanjin dit à l'homme qu'aujourd'hui est son jour de chance parce qu'il n'est pas celui qu'il cible. Il lui ordonne d'aller immédiatement à l'alliance martiale et de se rendre, le menaçant de lui faire du mal s'il ne le fait pas. Sanjin s'arrête au milieu de sa phrase et ses yeux s'écarquillent alors qu'il ressent quelque chose d'étrange. Une main semble s'être posée sur sa tête et Sanjin regarde fixement, se demandant qui aurait l'effronterie non seulement d'être près de lui, mais aussi de poser ses mains sur sa tête. Il s'avère que c'est notre maître d'arts martiaux qui commence à caresser la tête de Sanjin comme un chat. Notre gars mentionne à quel point il a l'air
admirable, tout en lui tapotant la tête comme s'il était un enfant. Le maître d'arts martiaux dit à Sanjin que son rêve apparemment impossible semble s'être réalisé. Pendant ce temps, les gens dans la taverne se figent et le regardent fixement car ils n'ont jamais vu quelqu'un avoir l'audace de s'approcher d'un membre de la secte démoniaque. D'autres gars qui jouent aux cartes arrêtent de jouer, réalisant que rien d'autre que des ennuis ne peut découler d'une telle rencontre. Le maître des arts martiaux leur dit qu'ils ont réalisé son rêve, les appelant les jeunes. Il commence à s'extasier sur la secte du démon céleste et mentionne qu'il est admirable qu'ils aient réussi à faire cela. Il va plus loin et serre la tête de Sanjin, le réconfortant pour les souffrances que les jeunes ont dû endurer pour atteindre un tel statut. Même l'homme que Sanjin menaçait regarde le maître des arts martiaux sans mot dire, se demandant ce qui se passe. Alors qu'il continue de serrer la tête de Sanjin, Sanjin ne bouge pas d'un pouce et demande si le nouveau est un enfant avec des problèmes d'intelligence. Roberts essaie de calmer Sanjin et lui dit que leur ami n'est pas techniquement instable mentalement, mais qu'il manque simplement de compétences sociales. Sanjin traite le maître martial d'enfant et lui dit qu'il devrait savoir que c'est aussi son jour de chance et essaie de retirer ses mains de sa tête. Il lui dit que s'il avait senti ne serait-ce qu'un peu d'art martial dans son corps, il l'aurait réduit en morceaux. Sazin essaie de retirer les mains de notre gars, mais se rend compte que c'est plus difficile qu'il ne le pensait et commence à lutter. Il est surpris de ne pas pouvoir enlever la main du gamin, peu importe l'énergie qu'il utilise. Robert se demande pourquoi le chef du gang du loup rouge semble grogner et demande à Seryung si quelque chose ne va pas, mais elle lui dit qu'elle n'est pas sûre. Sanjin essaie plus fort de retirer la main du nouveau en utilisant plus de force de sa technique d'arts martiaux, mais cela ne fonctionne pas, alors il commence à jurer. Sanjin décide d'utiliser son énergie interne, donc le système active quelque chose appelé art du loup de sang, au taux de puissance maximum. L'œil de Sanjin devient totalement blanc et il entre dans un autre mode entièrement. Il parvient à libérer une grande quantité de puissance et il déplace le nouveau et lui crie d'arrêter de faire n'importe quoi. L'énergie qu'il libère est si forte qu'elle encercle toute l'auberge et renverse plusieurs tables. Les spectateurs le regardent avec horreur, réalisant que ça va dégénérer. D'autres continuent de le regarder pour savoir ce qui va se passer ensuite. Certains de ses subordonnés regardent depuis l'arrière, la bouche ouverte. Le maître d'arts martiaux retourne rapidement vers ses amis et laisse environ 1 mètre d'espace entre lui et Sanjin, qui était sur le point de détruire tout le bâtiment. Sanjin commence à se calmer en voyant que son ennemi est indemne, et il réalise l'étendue des dégâts qu'il a causés à la boutique. Seryung dit à Robert qu'il semble que le chef de l'escouade du loup rouge n'est pas en bonne forme récemment, et que cela expliquerait son incapacité à retirer les mains du nouveau. Pendant ce temps, notre gars reste là et fixe Sanjin d'un air vide. Le chef de l'escouade du loup rouge commence à examiner le nouveau et lui demande qui il est. Il se demande comment il est possible qu'il soit totalement insensible à la libération de tant d'énergie, quand il prévoyait de le tuer instantanément. Pour aggraver les choses, le scan du système montre qu'il n'y a aucune trace de l'énergie interne ou des arts martiaux du nouveau, et il découvre qu'il n'est pas du tout dans la base de données. Sanjin se demande comment un être pur et naturel peut avoir zéro énergie interne et être encore en vie. Pendant qu'il réfléchit, notre gars interrompt sa réflexion et dit à Sanjin que l'art du démon loup de sang qu'il vient d'utiliser est l'un des arts martiaux de niveau inférieur parmi l'art de cultivation du corps du démon céleste, mais il félicite le fait que la secte ait réussi à le transmettre. Il dit au chef de l'escouade du loup rouge que le seul problème est que son énergie interne et son QI ne sont pas en harmonie parce qu'il semble que sa méthode d'entraînement est défectueuse. Notre gars décide de le réconforter en lui disant qu'aujourd'hui est son jour de chance puisqu'il a l'occasion de le rencontrer pour l'aider personnellement à le corriger, ce qui est une opportunité unique dans une vie. Sanjin est encore plus irrité par ses paroles et le traite de fou. Il invoque un flot de feu à l'apparence liquide et tente de tuer le maître des arts martiaux sur le champ. Il invoque une main enflammée qu'il appelle la première forme de la griffe démoniaque du loup rouge. Il frappe rapidement notre gars avec la griffe démoniaque, mais il l'esquive simplement en se penchant en arrière et ne quitte pas sa position. Derrière le maître martial, un flot de feu détruit l'auberge et pousse les gens à courir dans tous les sens, paniqués. Sanjin continue son déchaînement et invoque un autre pouvoir appelé l'explosion du loup rouge. Mais notre gars l'esquive aussi, les mains toujours dans les poches. Le chef de l'escouade du loup rouge commence à être vraiment exaspéré maintenant et il commence à invoquer plusieurs pouvoirs à la fois. Il active une vague de tremblement du loup rouge et une griffe fantôme du loup rouge en même temps, mais le maître des arts martiaux l'esquive comme si c'était un jeu d'enfant. Les veines sur la tête de Sanjin commencent à gonfler alors qu'il invoque toute sa force et son intellect pour essayer de vaincre le nouveau venu. Il transforme même l'une de ses mains en griffe démoniaque et s'entoure d'un tourbillon de feu démoniaque déterminé à tuer ce type. Pendant ce temps, notre gars continue de regarder son spectacle. Il évalue que Sanjin a suffisamment d'énergie interne et que ses formes sont précises, et il continue d'observer chacun de ses mouvements alors qu'il essaie furieusement de le tuer. Finalement, il décide qu'il semble y avoir un problème quelque part dans sa façon de faire. Sanjin se donne à fond et maintenant ses yeux sont rouges, comme s'il utilisait toutes les attaques qu'il connaît. Notre gars se met bientôt en colère et écrase une main sur la tête de Sanjin, lui disant que ça suffit. L'impact de sa main presse la tête de l'escouade du loup rouge comme un marshmallow et il semble que son cerveau et son crâne aient été défigurés. Alors que Sanjin brise le sol sous l'impact de sa chute, notre gars lui dit que ses compétences en arts martiaux sont grossières. Un grand trou se forme là où Sanjin frappe sa tête et on dirait qu'une comète a frappé le sol de l'auberge, fissurant le sol pierreux. Le reste de l'équipe est choqué de voir leur chef avec une bouche pleine de pierres et ils ouvrent la bouche devant la scène horrifique. Les spectateurs dans la taverne sont encore plus surpris alors
alors qu'il regarde, les yeux écarquillés, ne s'attendant pas à ce tournant étrange des événements. Ser-Young et Robert sont également tout aussi surpris, car c'est la première fois qu'ils voient des membres de la prestigieuse secte du démon céleste se faire battre. Sanjin reste simplement au sol, la tête confortablement posée dans l'espace qu'il a creusé avec son impact. Notre gars se tient devant lui, les mains toujours dans ses poches, il lui dit qu'il a appris les compétences, mais qu'il les a apprises comme un perroquet. Il explique que les véritables arts martiaux ne consistent pas seulement à imiter des compétences, mais à les adapter et à se les approprier. Après avoir fait la correction, il dit à Sanjin de se relever et d'essayer de le frapper à nouveau s'il comprend la correction. Sanjin reste simplement dans le trou, probablement en besoin d'une chirurgie cérébrale, et le maître d'arts martiaux lui dit avec colère de se lever. Le reste de l'escouade du loup rouge le regarde sans voix, se demandant ce qui vient de se passer. Ils finissent par s'agiter et demandent où il a eu l'audace d'attaquer leur chef de peloton. Il l'appelle un morveux et courent vers lui avec l'intention de tuer. Il lui saute dessus avec plusieurs armes, ses compétences en arts martiaux activées. Mais le MC reste là, les mains toujours dans ses poches. Quelques instants plus tard, nous nous retrouvons dans le 32e district de la secte du démon céleste. Tous les membres de la secte démoniaque qui étaient au bar sont vus blessés à l'intérieur de la taverne, portant également des marques de mains enfoncées dans leur crâne. Le commandant du district regarde depuis un écran avec incrédulité, et il semble qu'il n'en croit pas ses yeux. Pendant ce temps, un robot scanne Sanjin, qui semble inconscient, et essaie de lui ouvrir les paupières pour confirmer s'il est encore en vie. Il semble saigner du nez et de la bouche, et avoir perdu quelques dents. Sanjin et le reste de l'équipage sont chargés sur des civières, tandis que d'autres membres de la secte du démon céleste mettent une ligne de ne pas franchir autour d'eux pour empêcher les curieux de traverser la scène de crime. Le commandant, Jong Ratak, continue d'observer tout le désordre, et il remarque que c'est incroyable. Un ancien aîné du district, Jo Chunrock, lui dit qu'il est heureux qu'il n'ait été subi que de graves contusions et que leur vie ne soit pas en danger. Young se demande ce qu'il entend par heureusement quand tout ce qu'il voit, ce sont des hommes gravement battus qui semblent avoir besoin de chirurgie. Il mentionne que le pire, c'est qu'ils ont été battus par un simple inconnu alors qu'il regarde la photo du nouveau. Il a l'air assez innocent sur la photo, mais ils ne savent pas qu'il porte en lui 2000 ans de connaissances et de pouvoir. Young demande à Joe, encore une fois, si leur peloton Sex Red Wolf a vraiment été mis dans un tel état par un simple inconnu. Il lui demande si cet inconnu n'est vraiment pas enregistré dans la base de données de l'Alliance martiale, et Joe lui dit qu'il ne l'est pas, mais que ses compagnons l'étaient. Joe explique qu'ils sont un groupe de chasseurs de primes connus sous le nom de S-Devil. Il dit qu'ils s'occupent principalement des petits criminels de classe B ou inférieure. Il dit à Jang que leur chef est une personne nommée Saryong, le diable flamboyant. Pendant ce temps, dans l'avion des S-Devil, le nouveau s'assoit humblement à la table avec une serviette autour du cou et un couteau et une fourchette attendant de la nourriture. Il est assis en face de Saryong et Robert qui le regardent simplement et essaient de trouver quoi dire ou demander. Au district du démon céleste, Young demande à en savoir plus sur Saryong, le diable flamboyant. Joe lui dit qu'elle est une chasseuse de primes assez connue qui navigue entre les mondes orthodoxes et non orthodoxes. Il lui dit qu'ils ont quitté l'auberge de la grue sauvage après l'incident, mais il dit qu'ils peuvent les suivre. Il demande au commandant s'ils doivent envoyer une équipe pour les poursuivre. Le commandant Young lui dit de ne pas s'en préoccuper et qu'il s'occupera personnellement de l'affaire. Joe le regarde simplement, se demandant ce qu'il veut dire par là. Il s'incline et s'apprête à laisser le commandant réfléchir à sa prochaine action. Le commandant appuie sur un bouton à proximité et décide de passer un appel à un allié. Le système commence à initier un appel avec quelqu'un sur le grand écran après que le bouton est pressé. Le commandant attend patiemment que l'appel passe. Bientôt, un homme à l'apparence sacerdotale nommé Kim Sung-bom, le chef d'un groupe appelé le groupe Greenwood, apparaît à l'écran et lui sourit. Kim lui dit que cela fait un moment et le salue. Il demande au commandant s'il a une demande. Young fronce les sourcils mais ne dit rien pendant un moment. Pendant ce temps, Ser-Young regarde les étoiles à travers la fenêtre de l'avion et essaie de se vider la tête. Dans le 32e district du démon céleste, le commandant semble avoir terminé de transmettre le message à Kim, qui demande s'il souhaite que le groupe Greenwood s'occupe du problème. Ailleurs dans l'espace, le vaisseau S-Devil file à toute allure. À l'intérieur, notre gars commence à se lasser d'attendre la nourriture qui ne semble pas arriver. Devant lui, Ser-Young et Roberts le regardent simplement, sans dire un mot. Ils continuent de le regarder attendre que Sunja finisse de griller les hot dogs, et ils ne disent toujours rien. Robert chuchote à la capitaine et lui demande si elle a vraiment aussi peur que lui en ce moment. Ser-Young le regarde avec une expression irritée et lui demande de quoi il parle. Il lui rappelle qu'elle l'a vu de ses propres yeux aussi. Il lui rappelle que Sangin Yua et le peloton du loup rouge sont tous des artistes martiaux de rang A, et qu'il les a abattus d'un seul coup de ses mains. Apparemment, un seul coup de sa main a frappé tous les subordonnés de Sanjin et les a envoyés voler en arrière avec des dents volant de tous côtés. Roberts se souvient de les avoir vus s'envoler comme des insectes et se rappelle d'un gars qui s'écrase contre un pilier. Ser-Young le regarde simplement et ne dit rien. Elle dit plus tard qu'elle aurait pu s'occuper de ces gars-là aussi si elle les avait affrontés sérieusement puisqu'ils sont au niveau le plus bas de leur rang, même s'ils sont de rang A. Robert avoue simplement que lui, en revanche, n'aurait pu que les égratigner un peu s'il avait risqué sa vie. Il lui rappelle que le maître des arts martiaux les a simplement balayés comme des mouches et qu'il n'a pas semblé avoir de mal à le faire. Ser-Young se lasse de l'écouter et se dirige vers notre gars. Elle frappe ses mains sur la table et il la regarde sans expression, se demandant quel est le problème maintenant. Elle lui dit doucement qu'ils doivent parler. Il continue de la fixer sans dire un mot. Il brise bientôt le silence et lui dit qu'il devra manger d'abord avant qu'il puisse ne parler. Ser-Young s'assoit en face de lui, les bras croisés, et insiste pour qu'il parle d'abord. Elle lui parle grossièrement et lui demande comment il s'appelle. Robert intervient rapidement et suggère qu'elle utilise des honorifiques pour s'adresser à lui, mais elle lui demande juste s'il est sourd et lui redemande son nom. Sunja arrive bientôt avec un grand plat de hot dog fraîchement grillé et cela attire l'attention de notre gars. Le capitaine lui dit de ne même pas penser à manger avant qu'ils aient fini de parler et elle exige qu'il lui dise son nom. Il la fixe simplement
du regard, mais il ne dit pas un mot. Robert essaie de résoudre le conflit et chuchote au capitaine qu'on dit souvent qu'il ne faut pas déranger un chien quand il mange, alors il suggère qu'il le laisse manger d'abord, mais le capitaine ne semble pas convaincu. Il leur dit que son nom est Lee McGinn. Seryung lui demande son identité et son ancien métier pour comprendre comment il a pu faire tout ce qu'il a fait. Il la fixe simplement sans rien dire, tenant toujours ses couverts. Elle continue de le regarder, attendant une réponse, et il semble qu'ils ont commencé un concours de regard. Il finit par briser la glace et lui dit qu'il est un démon céleste. Pas seulement un démon céleste, mais un suprême démon céleste. Seryung répète ce qu'il vient de dire et se demande s'il s'est vraiment désigné comme un suprême démon céleste. Elle se demande quelle bêtise Lee raconte et demande s'ils lui ont donné des mauvais hot dogs qui lui font entendre des choses. Soudain, l'alarme de l'avion commence à retentir et les lumières d'avertissement s'allument. Tout le monde devient alerte et se demande ce qui se passe. À proximité, un autre avion annonce que sa cible a été détectée. Sunja se précipite vers le système et explique que quelqu'un qui est proche d'eux les cible. Seryung se lève pour vérifier et dit qu'elle savait que le démon céleste viendrait après eux et ne les laisserait pas tranquilles après que Lee ait battu le peloton du loup rouge. Elle s'exclame de frustration, réalisant qu'ils ont de gros ennuis. Sunja continue de surveiller le système et lui dit que ce n'est pas la secte du démon céleste. Un énorme navire avec un crâne peint sur son corps apparaît, et Sunja leur dit que le groupe qui les cible est Greenwood. Pendant ce temps, à l'extérieur du navire, plusieurs avions appartenant au groupe Greenwood entourent l'avion S-Devil. De l'intérieur de l'un des navires, on dit à Kim que le navire S-Devil a été confirmé et qu'ils sont les cibles pour lesquelles ils ont été payés pour s'en occuper. Kim, le chef de la division Galaxy des 72 bastions de Greenwood, également connu sous le nom de Tigre Noir de la Lune croissante, observe simplement sans dire un mot. Le capitaine militaire de Greenwood demande à Kim s'ils doivent procéder à tirer la munition de capture EMP. Kim demande au capitaine s'il est confirmé que ces types sont des chasseurs de primes. Le capitaine lui dit que oui et qu'ils ont découvert qu'ils opèrent principalement en périphérie de la galaxie et que leur chef est quelqu'un appelé Blazing Devil Seryung. Le tigre noir réfléchit et se demande pourquoi la secte du démon céleste s'embêterait avec une petite secte comme celle-ci. Et il semble que quelque chose cloche. Il se rappelle de la conversation qu'il a eue avec Yang où il lui avait proposé le travail pour régler ce problème. Il se souvient avoir accepté joyeusement la prime, demandé à Yang les conditions de réalisation et ce qu'il devrait faire une fois la cible capturée. Contrairement à ce qu'il attendait, Yang lui dit de ne pas les capturer, mais de simplement les effacer de l'existence. Les yeux de Kim s'écarquillent d'horreur et il clarifie en demandant s'il veut qu'il tue les cibles. À l'heure actuelle, le tigre noir mentionne que cette situation semble étrange et il soupçonne que quelque chose se trame. Il mentionne que la secte du démon céleste est bien meilleure pour prendre des vies qu'eux et il croit qu'il doit y avoir une raison pour laquelle ils leur ont spécifiquement confié la tâche. Le capitaine écoute simplement sa déduction et est tout aussi surpris. Kim hésite un moment et réfléchit à ce qu'il doit faire ensuite. Il dit qu'il doit y avoir un piège qui a été tendu pour eux à l'intérieur du vaisseau S-Devil. À l'intérieur du navire S-Devil, Seryung regarde dehors et voit la flotte de navires les entourant. Elle mentionne que le groupe Greenwood est composé de bandits et qu'ils doivent être là pour les voler, mais Robert lui dit qu'il en doute. Il explique qu'il n'y a aucune raison pour le groupe d'amener une si grande flotte juste pour voler des gens extrêmement pauvres comme eux, puisqu'il y a peu de profit à en tirer. Seryung grimace lorsqu'il les qualifie de gens extrêmement pauvres, et lui dit qu'elle comprend, mais que c'est étrange quand il le dit comme ça. Elle lui dit que ça n'a pas d'importance de toute façon et qualifie le groupe Greenwood de voleurs minables. Elle menace de les battre et de les jeter s'ils se mettent en travers de leur chemin. Robert la regarde simplement, faisant de grandes déclarations, tandis que Lee observe les magnifiques flottes de navires les entourant. Sunja finit par lui faire entendre raison et lui dit que ce n'est pas si simple, puisqu'ils ne sont qu'une partie de la division Galaxy des 72 bastions de Greenwood, et il semble qu'ils aient mobilisé une division entière pour venir les capturer. Seryung est surprise d'apprendre que toute la division a été mobilisée, et elle demande si cela signifie que leur chef, Kim, est là aussi. Pendant ce temps, Lee continue de regarder les vaisseaux de Greenwood les scanner, et il s'exclame sur à quel point c'est cool. Seryung pense au tigre noir, Kim Sung-bom, et dit que même elle ne peut pas battre ce type facilement. Robert lui dit qu'elle ne peut pas le battre du tout, car elle serait morte en 3 coups si elle l'affrontait. Seryung devient agacée et lui dit que ce n'est pas si grave, et qu'elle pourrait peut-être faire quelque chose si elle s'y mettait vraiment. Robert ne la laisse pas finir sa phrase, et lui dit d'oublier ça, et suggère qu'ils se rendent rapidement, et lui dit de ne pas paniquer puisqu'ils n'ont rien à perdre. Le capitaine fronce simplement les sourcils, car il vient de briser ses illusions. Elle se lève bientôt à la hauteur de la situation, et ordonne à tout le monde de suivre ses instructions dorénavant. Elle explique qu'ils tireront d'abord la salve de capture EMP pour couper l'énergie du navire et les incapaciter, ce qu'elle autorisera. Elle dit qu'ils monteront à bord du navire armé, et elle autorisera cela aussi. Enfin, elle dit qu'ils leur permettront de fouiller le navire, et qu'ils leur donneront aussi tout objet inutile pour leur survie s'ils le souhaitent. Robert lui demande simplement en quoi cela est différent de se rendre, mais elle lui crie de se conformer aux instructions. Elle va voir Pat Lee, qui est toujours en train de regarder les étoiles, et lui dit de ne pas paniquer lorsque l'EMP frappera, car le navire va trembler un peu. Seryung lui dit que l'EMP n'a aucun pouvoir destructeur parce qu'ils ne sont pas autorisés à utiliser des armes de vaisseau à cause des lois spatiales. Elle se vante qu'il semble que Lee n'ait pas compris cela, mais lui dit simplement de ne pas interférer puisqu'ils partiront quand ils prendront ce qu'ils veulent. Elle mentionne que la seule fois où elle ne pourra rien garantir, c'est si une bagarre éclate et que les choses s'enveniment. Seryung
Seryung demande à Sonja si elle est verrouillée et lui demande de se préparer à l'impact de la décharge électromagnétique. Sonja s'exclame soudainement et leur dit que ce n'est pas une décharge électromagnétique mais un canon à photons et le système commence à donner une alerte de danger. Cela choque Seryung qui se retourne surprise. Sonja lui dit qu'ils utilisent un canon à photons destructeur de vaisseaux, ce qui signifie qu'ils essaient de les tuer. Seryung devient très alerte et dit que c'est de la folie. Pendant ce temps, sur le vaisseau Greenwood, le capitaine dit à Kim que ce qu'ils font viole les règlements spatiaux et que cela pourrait leur causer des problèmes plus tard. Il suggère qu'il vaudrait mieux capturer la cible et s'en débarrasser discrètement. Le chef de division lui dit qu'ils ne peuvent pas faire ça parce qu'il a un mauvais pressentiment. Il leur dit de simplement réduire le vaisseau en poussière et de compliquer les choses puisqu'ils peuvent simplement transférer toute la responsabilité au client qui est la secte du démon céleste. Kim ordonne que les canons soient tirés dès qu'ils sont prêts. Pendant ce temps, la tension augmente à l'intérieur du vaisseau S-Devil. Seryung demande à Sonja s'ils peuvent téléporter le vaisseau à un autre endroit, mais Sonja lui dit qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils sont entourés de tous côtés. Seryung demande s'ils peuvent utiliser les boucliers, mais Sonja lui dit qu'ils ne fonctionneront pas puisqu'ils ont vendu certaines pièces du vaisseau pour subvenir à leurs besoins. Une expression d'horreur se dessine sur le visage du capitaine alors qu'elle devient confuse quant à ce qu'il faut faire. Il y a quelques instants, elle avait tout compris. Maintenant, ils sont sur le point d'être réduits en miettes. Dans le vaisseau Greenwood, le capitaine dit au chef de division que le canon à photons est entièrement chargé. Kim ordonne de tirer avec le canon à photons, le canon est activé et il tire sur les chasseurs de primes S-Devil qui attendent juste d'être anéantis. Seryung, Sonja et regardent simplement leur mort arriver. Robert hurle de toutes ses forces et Lee regarde simplement, toujours aussi perplexe face à tout ce qui se passe. Une explosion se produit après que le canon à photons n'ait pas atteint la cible et il semble que ce soit la fin de nos chasseurs de primes bien aimés. Kim observe depuis son vaisseau alors que l'explosion déchire l'espace autour d'eux. L'explosion est si lumineuse que la lumière atteint le vaisseau dans lequel il se trouve. Soudain, ses yeux s'écarquillent lorsque quelque chose d'étrange attire son attention. Après que le feu de l'explosion s'éteint, le vaisseau S-Devil semble être complètement intact et indemne. Le vaisseau vole malgré l'assaut du feu dangereux et il semble que l'attaque ne les ait pas touchés du tout. Devant le vaisseau S-Devil, un vaisseau rond plus grand apparaît qui semble avoir pris l'impact du canon à photons. Le vaisseau plus grand s'est déplacé devant le vaisseau S-Devil juste à temps pour bloquer l'attaque et il l'a complètement protégé des Greenwoods. Une femme portant une armure blanche et tenant une lance blanche apparaît sur le nouveau vaisseau. Seryung, qui s'accrochait à Sonja pour sauver sa vie, demande ce que c'est. Une expression d'horreur se dessine sur le visage de Kim lorsqu'il reconnaît la femme comme le fantôme combattant de 8 pieds, Elena. Elena se tient simplement là avec sa lance derrière elle et fixe directement la flotte de Greenwood. À l'intérieur du vaisseau S-Devil, Lee regarde dehors, choqué de voir tout ce qui se passe. À ses côtés, Robert et Seryung sont collés à la fenêtre, également curieux de savoir comment ils sont encore en vie. Pendant ce temps, Elena leur tourne toujours le dos et fait face à la flotte de Greenwood, cherchant à dévier d'autres attaques de leur part. C'est une façon, femme et son vaisseau contre une douzaine de vaisseaux, mais personne ne semble faire quoi que ce soit pour l'attaquer. Kim devient tendu et se demande pourquoi Elna est apparue ici. Elna le regarde simplement et attend qu'il fasse son prochain mouvement. À l'intérieur du vaisseau Greenwood, le capitaine dit à Kim qu'Elna utilise un bouclier de niveau terraformation et qu'ils peuvent le pénétrer s'ils maximisent la puissance du canon à photons et demande s'ils doivent recharger. Kim lui dit qu'il n'est pas nécessaire de déclencher une guerre spatiale juste pour s'occuper d'un cafard. Il lui dit que leur adversaire n'est pas une personne si facile à gérer, alors il ordonne de préparer la téléportation pour qu'il puisse aller lui parler. Alors qu'il prépare le dispositif de téléportation, il se demande pourquoi ce monstre est soudainement apparu ici. Pendant ce temps, Robert dit à l'autre que le combattant de 8 pieds, Fantôme, Elena, est une chasseuse de primes de classe S, si imprévisible que même les chefs de la plupart des sectes l'évitent. Il se demande pourquoi elle est ici, et Seryung est d'accord qu'elle ne sait pas, mais il semble qu'elle leur ait sauvé la vie. Elle mentionne que si Elna n'avait pas bloqué le canon à photons, il serait atomisé à l'heure qu'il est. Peu après, Kim se téléporte sur le vaisseau d'Elena pour avoir une discussion civilisée avec elle. Il l'appelle sœur Elena et lui dit que cela fait un moment qu'ils ne se sont pas vus, mais Elena ne dit pas un mot. Elle le regarde fixement et reste silencieuse, se demandant probablement où ils se sont rencontrés auparavant. Kim continue en demandant si elle ne l'a pas oublié. Il décide de se présenter comme son 55e frère cadet et lui rappelle qu'il l'a salué à l'anniversaire de leur mère il y a 2 ans, mais Elena lui dit de dégager. Ces mots piquent Kim qui essaie juste d'avoir une conversation, mais il décide de ne pas réagir de manière excessive. Il se présente formellement comme le chef de la division galactique des 72 bastions de Greenwood et non comme son frère, pour bien préciser qu'il n'est pas là pour jouer. Kim lui dit que lui dire de dégager revient à dire à tout Greenwood de dégager et il ne peut pas accepter cela. Elena continue de le fixer et active son art martial se préparant à se battre. Robert le remarque et mentionne qu'on dirait qu'ils vont se battre. Seryung mentionne que ça ne va pas être facile, même pour Greenwood, car Elena n'est pas facilement atteinte. Elle ajoute que s'occuper d'Elena seule est difficile, mais cela pourrait facilement empirer si sa mère, Lioness, surgit aussi. Robert continue à observer Elena de près et demande ce que Seryung entend par mère, Lioness. Quand Kim réalise que les choses vont mal tourner, il plaisante en disant qu'Elena est toujours la même, utilisant ses points pour avoir une conversation. Il lève les mains et lui dit qu'il se rend, essayant d'éviter les ennuis. Il lui dit de se détendre parce qu'il ne veut pas se battre, mais Elena reste en position de combat. Kim pense que se battre est une grande perte, surtout pour un boulot minable comme celui-ci. Il suggère de résoudre cela pacifiquement et dit qu'il aimerait connaître la raison de son intervention. Le tigre noir demande à Elena si les chasseurs de primes S-Devil sont ses cibles et dit qu'ils céderont si cela chevauche les leurs.
Elena se retourne simplement et marche vers le vaisseau S-Devil, disant à Kim de dégager une fois de plus. Kim fronce les sourcils, réalisant qu'il est inutile d'essayer de raisonner avec Elena, il continue de se demander pourquoi elle est soudainement apparue pour des choses aussi inutiles. Pendant ce temps, les chasseurs de primes S-Devil continuent de regarder le spectacle avec impatience depuis leur fenêtre. Elena marche vers eux et se connecte à leur communication. Elle leur dit de remettre ce qu'ils ont ou de mourir. Ces mots résonnent à travers le haut-parleur du vaisseau et ceux à bord l'entendent. Ser-Young a l'air perplexe et se demande ce qui se passe maintenant. Robert commence à paniquer et se demande pourquoi Elena veut aussi les voler puisqu'ils n'ont rien de précieux. Il demande au capitaine si elle a caché quelque chose de précieux dans le vaisseau sans leur dire et se répond même à lui-même à cause de sa panique. Il répète qu'il n'y a rien ici qui pourrait attirer un chasseur de primes de rang S et il semble que Lee comprenne quelque chose car ses yeux s'écarquillent. Robert et Ser-Young tournent immédiatement leur attention vers Lee parce qu'il est la seule chose qu'Elena pourrait valoir quelque chose pour Elena. Lee continue simplement de regarder toute la scène à travers la fenêtre. Ser-Young lui demande s'il connaît Elena et se demande s'il a eu une aventure avec elle dans le passé et s'ils ont eu une mauvaise rupture avant qu'il ne s'enfuit. Lee leur dit qu'Elena n'est pas ici à cause de lui. Ser-Young devient confuse et demande ce qu'il veut dire. Il se retourne et leur dit qu'Elena est probablement ici à cause de l'enfant derrière eux. Quand il se retourne, il n'y a personne, ce qui les rend confus. Le capitaine lui demande ce qu'il veut dire puisqu'il n'y a personne là-bas. Lee dit à l'enfant de se montrer et lui dit qu'il n'y a rien à craindre. Pendant une minute, rien ne se passe et l'espace reste vide. Soudain, une jeune fille commence à se matérialiser à partir de rien et sa tête apparaît en premier. Son apparition choque les chasseurs de primes qui se retournent pour bien la regarder. Peu après, elle se matérialise complètement dans le vaisseau. Ser-Young est surprise de voir la fille inconnue et Robert est complètement paniqué. La fille les regarde simplement et ne dit pas un mot. Ser-Young devient méfiante et attrape Lee, lui demandant ce qu'il en est de la petite fille et d'où elle vient. Lee leur dit qu'elle les a suivis depuis l'auberge. Il dit qu'elle avait une présence mais pas de forme, alors il l'a laissé faire. Il dit qu'elle a fait un excellent travail pour dissimuler sa respiration aussi, ce qui est une technique de furtivité très avancée, et il semble que les arts martiaux se soient développés dans la chronologie actuelle. La fille reste simplement silencieuse et ne dit pas un mot à aucun d'eux. Sunja lui dit que la fille n'utilise pas une technique de furtivité, mais porte une bague de furtivité, ce qui lui a permis de se camoufler. Sunja mentionne que la bague de furtivité est une technologie quantique et que c'est vraiment du matériel coûteux. Le capitaine dit qu'elle se moque que ce soit cher ou non et s'approche de la fille, exigeant de savoir qui elle est et quelles sont ses intentions. Ser-Young la domine, tandis que la fille la regarde, et elle exige de savoir pourquoi elle s'est introduite dans leur vaisseau. La jeune fille se présente comme Jung Hwa-Rin et semble très effrayée. Le capitaine intervient en disant qu'elle n'a pas demandé son nom et exige de savoir si les gens à l'extérieur la poursuivent et si elle est leur cible. Hwa-Rin, qui est presque en larmes, lui dit qu'ils sont probablement après elle. Pendant ce temps, Elena reste dehors et attend leur réponse. Hwa-Rin leur dit que tant qu'elle est en vie, ils ne cesseront pas de la poursuivre. Robert perd soudain la tête en réalisant que la fille a dit qu'elle s'appelle Hwa-Rin, ce qui surprend le capitaine. Toujours surprise, elle lui demande s'il connaît la fille. Il commence à agir comme un petit fan et dit qu'il est impossible qu'il ne la reconnaisse pas puisqu'elle est la chanteuse principale d'un groupe appelé The Pernosians. Ser-Young le regarde avec surprise et lui demande qui sont The Pernosians car elle n'en a jamais entendu parler. Il s'avère qu'ils ne sont pas aussi populaires que Robert le pensait. Il s'exclame que The Pernosians sont le duo d'idoles débutants le plus en vogue de la galaxie et il essaie de lui rappeler une chanson appelée Dynamite du Dado. La chanson semble si étrange qu'il est évident pourquoi Ser-Young ne la connaîtrait pas. Robert explique qu'elle est la chanteuse principale du groupe d'idoles qui a chanté le tube. Il rappelle au capitaine qu'il joue la chanson à chaque fois et qu'elle danse toujours dessus. Il fait rapidement une recherche sur Google pour confirmer et il voit que la fille est vraiment son idole et il commente qu'elle est encore plus jolie en personne. Je me demande s'il existe des lois spatiales contre Chi. Robert doit être enfermé. Il regarde une belle photo de Hwa-Rin sur son téléphone et dit qu'elle vient d'un endroit appelé Mont Hua, d'où il vient. Il commence à énumérer son profil comme un obsédé et dit qu'elle mesure 166 cm, 47,4 kg, a le groupe sanguin ABEFSP et qu'elle est allergique aux chats. Elena devient impatiente et leur dit par radio que c'est leur dernier avertissement et qu'ils ont 10 minutes pour remettre ce qu'ils ont avec eux. Elena leur répète qu'ils peuvent soit la lui remettre, soit elle les tuera tous. Sa voix attire l'attention de tout le monde et ils arrêtent tout ce qu'ils font, se rappelant qu'ils sont littéralement sous la menace d'une arme. Robert demande à Mademoiselle Hwa-Rin, comme il l'appelle, pourquoi toutes ces personnes la poursuivent. Et on dirait qu'il va pleurer, car ils sont sur le point de lui enlever son idole. Ser-Young reste silencieuse en réalisant la décision inconfortable qu'ils doivent prendre. Elle dit à Robert que cela n'a pas d'importance puisqu'ils vont devoir livrer la fille de toute façon. Ser-Young dit à la fille que, pour être clair, elle est une invitée non désirée qui n'a rien à voir avec eux puisqu'elle s'est introduite dans leur navire. Le capitaine lui dit hésitamment qu'elle doit partir pour éviter de leur causer des ennuis. Robert s'exclame à propos de ce que le capitaine a dit, évidemment pas d'accord avec l'idée de donner la fille. Ser-Young lui tourne le dos et insiste sur le fait qu'elle a pris sa décision en tant que capitaine du navire. Hwa-Rin la regarde simplement en silence, réalisant qu'elle est sur le point d'être livrée à ses ravisseurs. Lorsqu'ils enferment Hwa-Rin dans la trappe de libération, Robert mentionne au capitaine qu'il ne pense pas que ce qu'ils font est juste, surtout parce que la fille est la chanteuse principale de Pernocien. Ser-Young lui dit qu'ils ne peuvent pas la protéger parce qu'ils peuvent à peine gérer Greenwood, sans parler de combattre le démon de 8 pieds, Elena. Elle lui dit que même s'ils tiennent bon, le sort de la fille ne changerait pas du tout, mais leurs propres sorts changeront parce qu'ils mourront tous. Ser-Young appuie à contre-cœur mais fermement sur le bouton rouge pour ouvrir la porte du navire. Elle avoue à Robert qu'elle souffre aussi à cause de cette décision, mais qu'il n'y a rien à faire. Hwa-Rin reste là, attendant son destin, tandis que le système annonce que le verrou de la porte a été désengagé, et il procède à l'ouverture de la porte. Hwa-Rin reste là, essayant de se préparer à ce qui va suivre. Soudain, de nulle part,
Une main se pose sur son épaule. Elle est surprise et regarde à sa droite pour voir Lee debout à côté d'elle, avec l'expression la plus étrange sur son visage, comme il le fait habituellement quand il voit des choses folles. Il la regarde et lui rappelle qu'il lui avait dit de ne pas s'inquiéter. Elle le regarde simplement, choquée qu'il l'ait suivi alors qu'ils affrontent un monstre. Se-ryung regarde à travers la vitre et voit Lee avec Hwarin, et elle perd la tête, se demandant comment et quand il est entré là. Robert est tout aussi surpris de voir que Lee est entré avec elle. Se-ryung se dépêche de fermer la porte, se demandant à quel point Lee peut être fou. Robert lui dit qu'il devrait attendre de voir ce qui se passe, puisque Lee est assez fort, et pourrait même vaincre Elena. Se-ryung lui demande s'il est fou, et lui rappelle qu'il y a l'espace dehors, et que Lee n'a pas de bouclier spatial, et ne pourra pas respirer. Alors que les portes s'ouvrent, la tension monte, alors que Lee suit la fille dehors, et on dirait qu'il va se faire tuer par l'espace, avant même qu'Elena ne l'atteigne. Le capitaine ordonne à Sunja de fermer rapidement la porte. Sunja a l'air surpris, mais lui dit qu'il est trop tard pour fermer la porte. Se-ryung est choquée d'entendre qu'il est trop tard pour faire cela, alors elle va regarder par la fenêtre. À travers la fenêtre, elle remarque que Lee et Hwarin sont sortis du vaisseau et sont allés dans l'espace. Une expression d'horreur se dessine sur le visage de Se-ryung, alors qu'elle pense à quel point Lee est un fou furieux. En regardant par la fenêtre, elle reste surprise qu'il soit vraiment sorti. Pendant ce temps, Lee et Hwarin flottent juste à l'extérieur du vaisseau et se dirigent vers le vaisseau d'Elena. Hwarin resserre sa prise et essaie de se préparer à ce qui va se passer ensuite lorsqu'ils atteindront le vaisseau d'Elena, et Lee garde toujours une main sur son épaule. Elle regarde Lee et le remercie de l'avoir suivi. Elle lui dit que leurs adversaires sont de très forts artistes martiaux et qu'il doit être prudent. Lorsqu'elle se retourne, elle est surprise de voir les yeux injectés de sang de Lee et son regard inexpressif, ce qui signifie qu'il ne peut pas respirer. Il commence à s'étouffer en essayant de contenir le peu d'oxygène qui lui reste, et Hwarin le regarde fixement. Elle s'alarme et se demande ce qui ne va pas chez lui. Elle lui demande pourquoi il est comme ça et lui dit de ne pas lui dire qu'il n'a pas de bouclier. Lee commence à tousser et il commence à agiter ses bras pour essayer de retourner au navire, mais cela ne fonctionne pas. Hwarin le regarde avec surprise en réalisant qu'il n'a vraiment pas de bouclier et il semble que son sauveur est sur le point de mourir. Lee continue de lutter pour retourner au vaisseau, mais cela ne fonctionne pas et Hwarin reste là, incertaine de ce qu'elle peut faire pour l'aider. Pendant ce temps, Elena les observe tous les deux depuis son vaisseau. Kim et Elena regardent avec stupeur, se demandant ce qui se passe. Quelqu'un crie soudain à Lee qu'il fait 300 degrés dehors et que la pression ferait éclater ses organes internes en 10 secondes, demandant pourquoi il sortirait là-bas sans bouclier au départ. Il est clair que notre gars ne connaît rien aux règles de l'espace. Lee continue de tousser et son visage devient violet alors qu'il agite frénétiquement les mains, essayant de retourner au vaisseau. Il devient vraiment violet et gonflé et continue de s'étouffer. Ses yeux deviennent rouges et gonflés et on dirait qu'ils vont sortir de leurs orbites. Ses paupières commencent soudainement à se fermer et on dirait qu'il est tombé inconscient après avoir perdu tout son oxygène. Soudain, celui qui lui parlait avant place ses mains autour de son visage violet. Il s'avère que c'est Se-ryung qui était sortie du vaisseau pour essayer de sauver sa vie. Elle place un anneau bouclier sur son visage et l'active pour lui permettre de respirer dans l'espace. Quand il ne bouge pas, elle continue de crier pour qu'il se réveille et respire. Lorsqu'il ne répond toujours pas, elle devient effrayée et lui demande ce qu'il fait et pourquoi il ne répond pas. Soudain, Lee ouvre les yeux et la regarde droit dans les yeux. Elle le lâche et pousse un soupir de soulagement en voyant qu'il est vivant. Elle lui dit qu'elle pensait qu'il était mort et en plaisantant, le traite de salaud. Il lui dit qu'elle s'inquiète pour rien puisqu'il est l'être suprême du ciel et de la terre et qu'il n'y a rien dans ce monde qui puisse menacer sa vie. Se-ryung le regarde simplement choqué. Ce n'était pas le merci qu'elle attendait. Lee regarde en arrière vers le navire d'Elena et remarque que Hwarin, qu'il essayait de sauver, a atteint le navire et marche vers Elena. Il demande à Se-ryung comment il peut atteindre le navire. À l'intérieur du navire, Robert pousse également un soupir de soulagement en voyant que Lee est vivant et il est heureux que Se-ryung ne soit pas arrivé trop tard. Sunja lui dit sèchement qu'elle était en fait très en retard. Et même le plus grand maître ne peut pas résister dans l'espace sans bouclier pendant moins d'1 minute. Elle lui dit que Lee a enduré tout cela pendant 6 minutes et 13 secondes, et la partie étrange est que tous ses organes sont encore normaux. Pendant ce temps, Se-ryung aide Lee à atteindre le navire, et Hwarin est surprise de le voir derrière elle. Sunja dit à Robert que Lee a de loin surpassé toutes les limites humaines. Sur le vaisseau, Elena attend que Hwarin et d'autres complices marchent vers elle, avec Kim toujours derrière elle, même si elle lui a dit de dégager. Lee se tient devant eux avec Hwarin, un peu derrière lui, et Se-ryung plus loin en arrière. Elena les regarde simplement sans expression et ne dit pas un mot. Se-ryung observe attentivement Elena et remarque que l'aura du démon combattant de 8 pieds n'est pas une blague et cela correspond à sa réputation de maniaque du combat. Elle remarque aussi Kim debout derrière Elena et réalise que c'est encore pire pour eux que Kim de Greenwood soit également là. Elle dit à Lee de ne pas causer de problème et marche vers Elena. Elle lui dit qu'elle va s'en occuper et ordonne qu'il n'intervienne pas. Elle arbore le meilleur sourire possible et fait signe à Elena. Elle lui dit que c'est agréable de la voir et lui demande si elle est toujours en aussi bonne santé. C'est tellement gênant. Elle continue de bavarder qu'elle a beaucoup entendu parler d'eux et dit que les voir en personne est encore mieux. Elle se présente comme Se-ryung, la chef des S-Devils, également connue sous le nom de Blazing Devils. Elena la fixe simplement sans expression et il est clair qu'elle n'a jamais entendu parler d'elle. Greenwood fait de même et ne dit pas un mot. Pendant ce temps, Hwarin attrape la main de Lee Parper. Il remarque que ses mains le touchent, alors il la regarde par-dessus son épaule. Hwarin a manifestement l'air terrifiée et on dirait qu'elle retient son souffle. Il lui dit qu'il n'y a pas besoin d'être nerveuse et lui rappelle qu'il est là avec elle. Hwarin lui dit qu'Elena n'est pas humaine, évidemment pétrifiée par ce qu'elle peut lui faire. Elle continue en disant qu'Elena est un fantôme combattant qui voyage autour du monde depuis qu'elle est jeune pour chercher des adversaires dignes. Apparemment, personne n'a survécu à sa rencontre jusqu'à présent, à tel point qu'elle a même construit un vaisseau spatial comme arène de combat juste pour voyager et se battre. Lee est impressionné par ses qualifications et appelle Elena une enfant remarquable. Il dit qu'elle est jeune et qu'elle consacre son cœur et son âme à l'entraînement martial, ce qui fait d'elle un talent rare.
Hwarin lui dit que ce n'est pas vraiment ce qu'elle voulait dire, essayant de faire comprendre qu'Elena est dangereuse. Pendant ce temps, Seo-ryung continue son introduction joyeuse et leur dit que, quoi qu'il en soit, en tant que compatriote de la plaine centrale, ils devraient discuter paisiblement. Soudain, Elena envoie une onde de puissance mortelle vers elle et lui dit qu'elle parle avec son épée. L'impact est si fort que la vague balaie l'emplacement de Seo-ryung jusqu'à l'extrémité du navire et provoque une grande explosion. Elena semble avoir brandi sa lance vers Seo-ryung pour l'éliminer du chemin, puisqu'elle n'a pas de temps pour des bavardages inutiles. Ses yeux brillent d'un bleu éclatant alors qu'elle attend que la fumée se dissipe pour trouver le corps sans vie de Seo-ryung. Elle maintient sa position, attendant toujours que la fumée de la grande explosion se dissipe. La fumée ne se dissipe pas pendant une minute parce que le mouvement n'était pas une menace, mais était censé tuer tout ce qu'il traverse. Soudain, Seo-ryung retombe au sol car il semble qu'elle ait été assez rapide et intelligente pour éviter de se trouver sur le chemin de l'onde d'énergie. Seo-ryung lui demande ce qu'elle fait alors qu'elle venait de proposer qu'elle parle. Elle lui demande pourquoi elle agite son arme dans le vide. Kim observe toute la scène depuis l'arrière et pense que Seo-ryung n'est pas si mauvaise, car même si l'attaque n'était pas à pleine puissance, ce n'était pas une attaque facile à esquiver. Seo-ryung la fixe simplement, attendant une réponse à sa question. Elena demande à nouveau quel est son nom et lui dit qu'il aurait été préférable qu'elle ne l'esquive pas du tout. Le démon combattant de 8 pieds commence à se transformer et à activer sa compétence en arts martiaux. Kim raisonne que Seo-ryung devrait savoir que son adversaire est un scorpion fou qui devient plus venimeux, plus on le provoque, ce qui signifie qu'elle mourra simplement plus douloureusement. Soudain, ils entendent tous le son d'un hoquet venant de l'intérieur de la fumée qui est toujours derrière eux, ce qui surprend Seo-ryung. Le son du hoquet continue et Kim regarde de près pour savoir d'où il vient. Il s'avère que c'est Hwarin qui ne peut pas supporter toute la fumée, alors Lee essaie de lui tapoter le dos pour l'aider. Il lui dit qu'elle a peur pour des choses triviales et que les attaques d'Elena ne sont que des farces enfantines. Pendant ce temps, Kim est choqué par ce qu'il voit et se demande comment c'est possible. Lee continue de tapoter le dos de Hwarin et lui dit que l'attaque peut être grandiose, mais que ce n'est qu'un pétard bruyant. Il lui dit de ne pas se laisser effrayer par une boîte de conserve vide. Kim pense que Lee a dû se trouver sur le chemin de l'attaque vu sa position et se demande comment il va parfaitement bien. Alors qu'Elena augmente sa force, Lee aide simplement Hwarin à réguler sa respiration et ignore complètement le combat qui se déroule devant lui. Elena les fixe et continue d'augmenter son niveau d'énergie interne. Elle atteint soudainement un niveau supérieur et des éclairs roses vifs émanent de son corps. Notre héros l'ignore toujours et essaie d'aider Hwarin à arrêter son hoquet. Elena est juste confuse de voir qu'il l'ignore et le fixe d'un air vide. Quand Hwarin se calme, Lee s'avance et s'adresse à Elena comme à une enfant. Seo-ryung se fâche qu'il l'ait interrompue et lui rappelle qu'elle lui a dit de ne pas s'en mêler. Lee continue simplement et demande à Elena ce qu'elle fait ici. Il lui dit de lui parler s'il a des affaires avec l'enfant en se référant à Hwarin. Kim essaie de le scanner mais réalise qu'il est non identifié et qu'il n'y a pas de données sur lui. Il remarque aussi qu'il n'a pas de moteur d'énergie interne équipé. Pendant qu'elle le scanne, Lee dit à Elena que Hwarin est sous sa protection, donc toute affaire avec elle passe par lui. Le tigre noir est surpris d'apprendre qu'il n'a ni identification ni moteur interne et se demande s'il est un naturel sans nom des périphéries. Lee continue en disant à Elena que si elle n'a pas d'affaires ici, elle peut partir, et il agite simplement ses mains vers elle pour expliquer son point de vue. Pendant qu'il parle, une lumière vive apparaît soudainement alors qu'Elena répond. Quelque chose d'aussi brillant qu'une étoile apparaît soudainement sur leur radar. La lumière est si intense qu'elle attire l'attention de Seo-ryung, Kim et Hwarin. La lumière apparaît sur le vaisseau et semble invoquer un éclair bleu au sommet du vaisseau. Cela ressemble à une démonstration de puissance majeure. Pendant ce temps, Lee utilise sa main pour arrêter la lance lumineuse d'Elena qui semble avoir été utilisée pour invoquer la foudre et la lumière éclatante pour une attaque. Il arrête la lance à main nue et cela ne semble pas le blesser du tout. Elena est vue tenant la lance et il semble qu'elle ait lancé une attaque frontale en réponse à sa demande de partir. Pendant ce temps, notre gars arrête la lance d'une main tandis que l'autre est dans sa poche. Lee est surpris qu'elle l'ait attaqué et lui demande si son intérêt ici est de se battre avec lui. Les yeux de Kim sortent presque de leurs orbites car il n'en croit pas ses yeux. Il se demande comment une personne peut dévier le coup du fantôme combattant Elena avec juste une paume, surtout qu'il n'a aucune énergie interne. Pendant ce temps, Lee commence à analyser les compétences en arts martiaux d'Elena comme il le fait toujours. Il lui dit qu'il y a quelque chose d'étrange à utiliser la technique de l'épée radieuse de la secte Dian Kang avec un bâton et à canaliser le grand art divin Brahma du Shaolin pour l'énergie interne. Il la regarde sans expression et demande comment elle a déjà une énergie interne dépassant 3 cycles alors qu'elle est si jeune. Il se demande si elle a eu une rencontre fortuite. Au fait, les cycles sont ceux qui apparaissent souvent dans les histoires d'arts martiaux Muram où ils comptent leur force d'énergie interne avec des cycles de 60 ans. Cela signifie qu'un cycle équivaut à 60 ans d'énergie. Pendant qu'il parle, Elena commence à augmenter le taux de fonctionnement de son énergie interne à 90%, et plus d'éclairs commencent à sortir de son corps. Lee la regarde avec stupéfaction, surpris qu'elle ait pu atteindre 3 cycles, et elle est maintenant capable de changer son énergie interne pour l'art du soleil rouge de Wudang. Il sort enfin ses mains de ses poches, et continue de la regarder pousser son moteur d'énergie interne au maximum. En ce moment, elle fait fonctionner son moteur à 95%. Pendant ce temps, Kim la regarde fixement, et se demande si Elena a toujours été aussi forte, ou si quelque chose a changé. Lee la regarde simplement en silence, se demandant jusqu'où elle compte aller avec ça. Il lui demande si son plan est de tout donner et
commence à activer sa propre énergie martiale, alors que ses mains commencent à brûler intensément. Soudain, la bague sur les mains d'Elena commence à briller et à picoter. Elle maintient sa position d'attaque tout en continuant à augmenter son utilisation d'énergie, et les bagues continuent de briller. Soudain, la bague émet un son d'avertissement, ce qui choque Elena car c'est une mauvaise chose. Nous revenons à un moment où Elena parle à sa mère. Sa mère lui dit qu'elle ne l'empêchera pas de partir dans le monde pour poursuivre ses rêves. Elena s'agenouille devant sa mère pendant qu'elle lui parle. Sa mère lui dit qu'elle permettra tout combat qui fera progresser son entraînement, mais qu'elle n'a pas le droit de se faire tuer. Elena continue d'écouter tout en restant dans une position soumise, alors que sa mère s'adresse à elle. Sa mère lui dit qu'elle est déjà forte et qu'il y a moins de 10 artistes martiaux capables de lui faire du mal dans le monde entier, et même eux ne peuvent pas la pousser au bord de la mort. Elle tend la main vers Elena, qui s'incline soumise devant elle. Sa mère lui rappelle de toujours se souvenir qu'elle est sa mère. Elle lui met une bague au doigt et lui dit qu'il y a une règle qu'elle doit respecter si elle veut quitter la maison. Elle lui dit que si la bague sonne à tout moment, elle doit fuir quoi qu'il arrive. Le son de la bague signifie que l'adversaire est hors de sa portée. Sa mère lui dit que si elle ignore l'avertissement, elle mourra sûrement. De retour au présent, le démon combattant s'effondre sous le choc en réalisant la conséquence du son de la bague. Elle fixe Lee, qui semble juste être un jeune garçon faible. Elena décide de ne pas reculer et continue de se battre lorsqu'elle se souvient de certaines personnes blessantes qui l'ont rabaissée avec des mots blessants quand elle était plus jeune. Elle se rappelle certains de ses enfants lui demandant pourquoi elle hésite et lui disant de fuir la queue entre les jambes. Elle se souvient qu'il lui disait de connaître sa place et lui demandait ce qu'elle pouvait faire. Elle entend des voix lui rappelant de se cacher et de vivre. Elle se souvient quand elle était petite, au milieu des nombreux enfants de sa mère qui se moquaient d'elle. Elle se souvient que sa mère lui disait de les saluer parce qu'ils sont ses frères et sœurs. Sa mère lui dit qu'ils ont des pères différents, mais qu'ils sont tous nés de son ventre. Elle se rappelle être seule et sa mère lui disant qu'ils doivent tous rester proches les uns des autres puisqu'ils partagent son sang. Elle se souvient de certains des enfants de sa mère demandant quel était son nom déjà. De nos jours, Elena décide de tenir bon et de se battre jusqu'au bout. Elle commence à augmenter son énergie de 98% à 100%, puis à 110% et même jusqu'à 120% sans, ce qui ne devrait pas être possible. Le démon combattant de 8 pieds génère une grande quantité d'énergie et tout le navire est presque en feu à cause de toute cette puissance. Lee fronce simplement les sourcils en la regardant et il semble un peu plus alarmé par la distance qu'elle parcourt. Seryung regarde aussi avec surprise, tout comme Kim. Notre gars attend qu'elle fasse son truc et la regarde terminer sa transformation. Son costume se transforme en quelque chose de nouveau et il semble qu'elle soit un être totalement différent. Elle ressemble à une sorte de panthère et ses mains paraissent anormales, ce qui signifie qu'elle s'est transformée en une bête de haut niveau. Lee murmure pour lui-même qu'elle vient d'utiliser une compétence dont il n'a jamais entendu parler parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un effectuer une transformation avec la compétence d'éveil transcendantal. Il se dit que les arts martiaux ont beaucoup évolué avec le temps. Pendant qu'il réfléchit, Elena saute du sol et se lance vers lui. Pendant ce temps, Lee a l'impression que les arts martiaux ont un peu trop évolué. Il ne fait aucun mouvement et reste là, les mains dans les poches, même jusqu'à ce qu'Elena soit juste devant lui et commence à brandir son arme. Alors qu'elle l'attaque, il l'esquive rapidement et mentionne que le mouvement est la technique de l'épée de la tempête chaotique de la secte Im. Elle effectue un autre mouvement qui ressemble à une spirale de feu et il continue à esquiver. Il identifie le mouvement comme les roues jumelles du soleil et de la lune de la secte Kunlun. Le démon combattant de 8 pieds commence à se mettre en colère et augmente son niveau d'énergie à 125%. Elle lance plusieurs attaques à la fois, que notre gars esquive toujours et identifie comme la technique de la lance perçante de soleil et la technique de la lame du soleil tombant de la secte Dian Kang. Elena décide d'augmenter un peu les choses et passe à 140%. Elle crée une attaque de tornade de feu tourbillonnante, mais Lee se penche en arrière et l'esquive facilement aussi, la reconnaissant comme la technique du bâton de combat contre les chiens et les pas des 8 immortels, ivres de la secte des mendiants. Toujours accroupie, Lee fronce les sourcils en se demandant comment elle peut aussi ajouter les 4000 aiguilles rouges de la secte ésotérique. Elena est en feu aujourd'hui, alors elle monte à 170% puisqu'elle ne perd jamais un combat. Elle l'attaque maintenant avec 2 griffes de fer et une énergie explosive dans les mains et notre gars saute en arrière pour esquiver ses attaques parce qu'il est sur la défensive. Il lui crie que c'est déjà assez et agite sa main devant lui. Le poids de son attaque libère un jet de feu qui va directement vers Elena qui sautait vers lui. L'attaque est si forte qu'une explosion massive qui couvre toute la zone du navire est déclenchée et on dirait que tout le monde va mourir cette fois-ci. Le poids de la fumée est si lourd cette fois, Ellie reste debout pour voir ce qui est arrivé à Elena. Soudain, quelque chose sort de la fumée qui attire son attention. Même Kim est effrayé par ce qu'il voit et on dirait qu'il n'a jamais vu quelque chose d'aussi étrange en toutes ces années de travail. Hwarin et Seryung regardent également avec étonnement. Il s'avère que c'est Elena qui a maintenant environ 8 bras, chacun brandissant une arme. Elle est devenue complètement bizarre avec ça, c'est sûr. Elle ressemble à l'un de ces dieux indiens et lévite juste dans les airs armée de 8 épées brillantes. Soudain, elle se précipite vers Lee, espérant le couper de toutes les manières possibles. Maintenant, elle est à 190% et il semble qu'elle ne va pas s'arrêter. Elle lance une attaque par-dessus lui et descend dans une flambée de feu, mais il reste là et la fixe. Elle se précipite vers lui avec une détermination féroce et l'armure métallique semble avoir recouvert tout son corps, la rendant presque inhumaine. Lee lève simplement les yeux et fronce les sourcils en voyant jusqu'où elle va, espérant qu'elle s'arrête. Elena fait le contraire et continue de se diriger vers lui à toute vitesse. Il pense en lui-même que son talent est admirable, mais qu'elle a franchi la ligne de la droiture. Alors qu'elle continue de se précipiter vers lui, Lee raisonne que son éveil expose des blessures et des désirs, ce qui signifie qu'elle est simplement consommée par elle-même. Il continue de la regarder venir vers lui et croit qu'elle porte de nombreux démons intérieurs. Soudain, Lee génère une puissance explosive dans sa main et pense que si elle va plus loin, il n'aura pas d'autre choix que de la tuer pour l'arrêter.
Pendant ce temps, Warren se tient derrière lui et regarde Elena venir vers eux. Des mains de notre gars, une étrange épée céleste émerge et il se dit qu'il a promis de protéger Warren. Seryung et Kim sont choqués lorsqu'ils réalisent que Lee manie quelque chose connu sous le nom d'épée du cœur. Le démon combattant de 8 pieds ne s'arrête pas et ignore l'épée dans ses mains, déterminé à l'envoyer dans sa tombe. Il semble qu'une seule personne vivra pour raconter cette histoire. Lorsqu'elle est presque arrivée à sa hauteur, il la frappe avec colère avec l'épée et lui dit d'arrêter. L'énergie libérée est si massive qu'elle aveugle presque ceux qui regardent le combat et même Robert a du mal à voir à cause de l'éclat de la lumière. Une explosion est visible au-dessus du vaisseau d'Elena depuis le point de vue de Robert. L'explosion due à l'impact de l'épée du cœur est si puissante qu'elle divise tout le vaisseau en plusieurs morceaux. Le vaisseau entier explose soudainement dans l'espace en présence de la flotte Greenwood. L'explosion du vaisseau est tellement grand qu'il ressemble à une étoile brillante de loin. Depuis le vaisseau principal de Greenwood, le capitaine regarde avec horreur l'explosion là où se trouve son patron. L'explosion est si forte qu'il n'y avait aucun moyen que Kim ait pu y survivre. Soudain, il entend une toux à proximité. Il s'avère que Kim s'était téléporté juste à temps avant que le vaisseau n'explose. Kim crie le nom de Lord Sheju et il semble assez ensanglanté et il dit au capitaine qu'il n'est pas mort et Sheju essaie de l'aider à se tenir correctement. Kim s'appuie contre un mur et regarde par la fenêtre pour voir les restes du vaisseau qui vient d'exploser. Il dit à Sheju qu'il aurait été déchiqueté s'il s'était téléporté seulement 0,1 seconde plus tard. Le feu de l'explosion du vaisseau est encore visible dans l'espace et des morceaux du vaisseau flottent autour. Debout sur un grand morceau qui s'est détaché du vaisseau d'Elena, Seryung demande à Lee s'il est fou parce qu'ils auraient pu être tués. Elle lui demande si les gens au milieu de l'océan mettent jamais le feu à leur propre navire juste parce qu'ils sont en colère et lui dit qu'il aurait dû faire preuve de retenue. Lee, qui a du sang qui sort de sa bouche, lutte pour parler et lui dit que la retenue n'était pas une option. Seryung se précipite à ses côtés et lui demande s'il est blessé en voyant le sang. Kim continue simplement de regarder en l'air et il lui dit qu'il a affronté une puissance bien plus forte qu'il ne l'avait anticipé. Seryung lève les yeux vers l'endroit où son regard est fixé et réalise ce qu'il regarde. Flottant dans l'espace avec tous les débris du vaisseau, se trouve le corps nu d'Elena et son arme brisée. Le capitaine lui demande si elle est morte puisqu'elle flotte là sans bouger. Le regard toujours fixé sur le corps flottant d'Elena, il lui dit qu'elle n'est pas encore morte. Soudain, une femme étrange apparaît et récupère le corps inconscient d'Elena. Lee lui dit que l'impact de l'épée n'a pas tué le fantôme de 8 pieds parce qu'une force plus forte que prévu l'a protégée en faisant référence à cette femme étrange. La femme étrange regarde Elena avec sympathie dans les yeux et couvre sa nudité. Elle a une beauté angélique et continue de fixer le corps d'Elena avec tristesse. Soudain, une lumière d'un grand vaisseau au-dessus d'eux apparaît et la femme emporte le fantôme combattant de 8 pieds. Seryung reconnaît immédiatement la femme comme la matrone de l'épée du ciel de l'Ouest et Kim la reconnaît comme sa mère. Il semble que ce doit être la mère qui avait donné à Elena la bague à laquelle elle avait refusé de prêter attention. La matrone de l'épée du ciel de l'Ouest emporte le corps dans son vaisseau et ne dit rien à aucun des spectateurs. Lee la regarde juste avec surprise, tenant toujours l'épée du cœur. À l'intérieur du vaisseau de la matrone de l'épée du ciel occidental, nous voyons une piscine de produits chimiques verts. Dans ce liquide, le corps inconscient d'Elena flotte, et il semble que le liquide soit censé l'aider à se rétablir de ses blessures. Sa mère se tient devant le tube, la regardant, espérant qu'elle reprenne conscience bientôt. Sa mère a un air très bouleversé sur le visage, alors qu'elle continue de fixer Elena, qui est à l'intérieur du tube. Peu après, Kim, Seryung, Hwarin et Lee apparaissent juste derrière elle, et il semble qu'elle les ait convoqués pour discuter. Kim s'incline devant sa mère en signe de soumission. Pendant ce temps, Seryung tient la main de Hwarin pour la réconforter car elle semble très effrayée. Kim dit à sa mère qu'il ne savait pas qu'elle venait et lui demande de le punir pour son manque de loyauté et de piété filiale. Elle ne le laisse même pas terminer son discours et lui dit que ce n'est pas à lui d'intervenir, précisant clairement que ce n'est pas la pièce pour que les petits enfants comme lui parlent. Elle lui dit d'agir comme s'il n'était pas là, ce qui blesse vraiment Kim qui reste soumis à sa mère. Elle s'approche de Lee et fait un signe de respect avec ses mains, se présentant comme la matrone de l'épée du ciel de l'Ouest. Kim est terriblement choquée de voir sa mère montrer du respect et Seryung est tout aussi choquée de la voir faire preuve d'un peu de courtoisie. La matrone de l'épée du ciel occidental s'excuse auprès de Lee d'avoir violé le code du duel des arts martiaux en intervenant grossièrement dans leur duel parce qu'elle était poussée par des affections familiales. Elle lui dit qu'elle peut se couper le bras en guise d'excuse s'il le souhaite, mais Lee lui dit qu'il n'en sera pas besoin. Il lui demande si Elena est sa fille et remarque qu'Elena est dans un tube. Seryung s'approche de Lee et lui chuchote qu'il parle à la matrone de l'épée du ciel de l'Ouest et lui dit de parler plus respectueusement. La matrone de l'épée du ciel de l'Ouest lui répond qu'Elena est effectivement sa fille. Lee lui répond que c'est réglé dans ce cas car la famille prime sur le code du duel. Pendant ce temps, dans la pièce, il semble y avoir beaucoup d'autres tubes comme celui dans lequel Elena se trouve, qui sont vides. Seryung lui chuchote à nouveau et le supplie de parler poliment à la femme parce qu'elle est l'une des 5 immortelles. Seryung continue en lui disant que le tempérament de la matrone de l'épée du ciel occidental est si mauvais qu'elle peut te fendre en deux rien qu'en te regardant. Pendant qu'elle parle, quelque chose qui la choque se produit et elle se tait. Soudain, la matrone de l'épée du ciel de l'Ouest se met à genoux pour faire allégeance à Lee, et cela choque vraiment Seryung. À l'extérieur du navire, plusieurs navires des 72 bastions de Greenwood sont encore visibles à l'extérieur, attendant Kim. Plus tard, la matrone de l'épée du ciel occidental a une discussion privée avec notre homme au sommet de son navire. Elle lui dit que la conscience de sa fille ne s'est pas encore rétablie, donc elle ne connaît pas la raison exacte pour laquelle elle a attaqué leur navire, ou Hwarin. Elle lui dit qu'elle a seulement pu confirmer qu'Elena est passée par le mont Hua avant de venir ici, donc elle a très probablement
probablement été engagée pour trouver Hwarin par un client pendant qu'elle était au mont Tua. Lee fixe simplement l'espace autour d'eux, absent, et ne dit rien. Elle lui dit qu'elle a remarqué que l'art martial qu'il vient de démontrer est la technique de l'épée Sura du cœur démoniaque, et le qualifie de maître vénéré. Elle lui demande s'il a un lien avec la secte du démon céleste. Lee ne lui donne pas de réponse directe et lui dit qu'il ne sait pas. Il dit qu'il y avait un lien profond dans le passé, mais que le temps a passé et que ce n'est plus certain. Il continue en disant que le temps corrode même les liens les plus forts, comme s'ils étaient en fer. Pendant ce temps, Hwarin et Seryung attendent à proximité dans une autre partie du navire. Notre gars continue en disant que le temps dissout aussi les liens plus chers que la vie elle-même, et Kim écoute la conversation depuis l'intérieur du navire. La matrone de l'épée du ciel de l'Ouest le regarde fixement, ne sachant que penser de lui. Elle se dit en elle-même qu'il est en effet une figure extraordinaire. Son ki, son énergie interne et ses arts martiaux sont tous parfaitement raffinés et ne présentent aucune trace d'artificialité. Elle se demande comment c'est possible, car un tel état n'était atteignable que pendant la période de pointe des arts martiaux. Kim ne lui prête aucune attention, mais continue de fixer intensément l'espace. La matrone de l'épée du ciel occidental continue de le regarder et considère qu'il semble avoir une vingtaine d'années et se demande s'il s'agit d'une sorte de rajeunissement. Elle brise la glace et demande à Lee si elle peut faire une demande, le désignant toujours comme le maître vénéré. Lee exprime ses pensées et demande si elle propose un combat sérieux, et cela la surprend qu'il ait pu détecter ce qu'elle pensait. Il continue en lui disant qu'elle est peut-être très polie, mais que chaque mot qu'elle prononce est imprégné d'une intention meurtrière, comme une épée aiguisée contre un silex qui devient de plus en plus tranchante. La matrone de l'épée du ciel occidental loue ses oreilles fines pour avoir pu entendre ces petits murmures. Il lui dit qu'il n'a jamais refusé un défi, mais il lui rappelle que s'ils se battent, l'un d'eux est voué à mourir. Le seul problème est que celui qui reste debout sera gravement blessé parce que quelque chose de trop fort n'a pas de place pour plier et se brisera. La matrone de l'épée du ciel occidental commence à éveiller son énergie interne et accepte son destin, espérant toujours une chance de se battre. Seryung remarque l'éveil de la matrone et s'inquiète que des ennuis se préparent. Pendant que la matrone s'éveille encore, Lee lui demande s'ils ont une raison impérieuse de se battre tout en regardant le paysage à l'extérieur du navire. La matrone de l'épée du ciel de l'Ouest est prise au dépourvu par sa question. Il la regarde et lui dit qu'ils peuvent se battre s'ils ont une raison à l'avenir, car il est plus préoccupé par son désir de voir plus du monde en ce moment. Elle arrête son éveil, intriguée par sa façon de parler. Elle décide d'arrêter complètement sa transformation et d'accepter son offre. Pendant ce temps, le vaisseau de la matrone de l'épée du ciel de l'Ouest ainsi que la flotte de Greenwood sont visibles dans toute cette zone de l'espace. Quelques instants plus tard, les S-Devils quittent les lieux car il semble que Lee et la matrone de l'épée du ciel de l'Ouest sont terminé leur discussion. Plus tard, Kim et sa mère ont une discussion et elle apprend de lui que la demande de meurtre a été faite par la secte du démon céleste pour empêcher qu'un secret ne soit divulgué. Kim, qui est toujours agenouillée en soumission, réaffirme ce qu'il vient de lui dire à propos de la secte du démon céleste. Elle lui dit qu'elle n'arrive pas à comprendre pourquoi la secte du démon céleste voudrait tuer ceux du vaisseau S-Devil et quel secret il ne voudrait pas voir divulgué. Elle mentionne que Lee possédait clairement les arts martiaux suprêmes de la secte du démon céleste et il n'a aucun sens qu'il veuille sa mort puisqu'il est l'un des leurs. De plus, elle raisonne qu'il n'a aucun sens qu'ils engagent Greenwood pour faire leur sale besogne. Kim l'informe qu'il y a eu des informations récentes selon lesquelles l'escouade du loup rouge du démon céleste a été anéantie par une entité inconnue et suggère qu'il pourrait être lié à ces personnes. Sa mère lui dit qu'il n'est pas nécessaire de trop réfléchir. Elle explique que, quelle que soit la situation, son imagination ne pourra pas la déduire et cela blesse Kim. Elle lui ordonne de suivre attentivement leurs mouvements et de lui faire un rapport car cela devrait être suffisant pour lui. Kim se vante qu'Hill de Greenwood sont fiers d'être les meilleurs au monde en matière de suivi et il l'informe qu'il appartient au commandement de Greenwood. Sa mère le regarde simplement sans dire un mot. Kim reste également à genoux attendant sa réponse. Elle lui dit qu'elle lui fera confiance pour les suivre et lui demande de ne pas interférer dans leurs affaires. Elle ajoute qu'elle ne voudrait pas que son enfant soit blessé et les yeux du tigre noir s'écarquillent en entendant ces mots de soins maternels. Il regarde derrière lui et murmure le mot mère et il est clair que tous les enfants de la matrone de l'épée du ciel de l'Ouest semblent avoir des problèmes d'abandon de la part de leur mère puisqu'elle a tant d'enfants. Avant de quitter la pièce, elle lui pose une dernière question. Il se retourne avec empressement pour entendre la question et elle lui demande quel est son nom et Kim la regarde simplement choquée. Pendant ce temps, dans le vaisseau S-Devil, Hwarin se cache derrière Lee lorsque Seryung lui crie dessus et exige de savoir dans quel pétrin elle s'est encore mise cette fois-ci. Seryung a l'air vraiment en colère et on peut presque voir de la fumée sortir de ses narines quand elle parle. Elle demande à Hwarin ce qu'elle a fait pour s'impliquer avec Greenwood, le fantôme combattant de 2,40 m, Elena et pire encore, la matrone de l'épée céleste. Elle veut savoir si Hwarin avait renversé le monde avant de venir ici. À l'extérieur du vaisseau, la vaste étendue de l'espace semble calme, car il n'y a pas de vaisseau ni d'artistes martiaux chevronnés essayant de s'entretuer. Hwarin a l'air sombre et s'excuse sincèrement pour tous les problèmes et avoue qu'elle ne sait pas non plus pourquoi ils sont tous après elle. Elle leur dit qu'après avoir terminé sa tournée, elle est retournée à Mont Tua, sa ville natale, et tout était soudainement différent. Ils s'assoient à la table pour parler et Sunja prépare une montagne de hot dogs pour que Lee les dévore. Hwarin leur dit qu'à son retour dans sa ville natale, les gens de sa ville natale essayaient soudainement de la tuer. Elle explique qu'elle a fui sa ville jusqu'à cet endroit. Pendant ce temps, Lee bourre rapidement sa bouche avec genre 7 hot dogs, et en même temps, il en attrape 4 autres avec son autre bras, ignorant clairement la conversation. Seryung dit qu'elle n'a aucune idée de ce dont Hwarin parle et se tourne pour demander à Sunja si elle a une idée. Sunja a l'air tout aussi confuse et dit qu'elle a aussi du mal à comprendre. Hwarin reste silencieuse, ne sachant pas comment expliquer son dilemme, tandis que Lee renverse des morceaux
morceaux de viande partout à cause de sa façon frénétique de manger. Soudain, un des morceaux de viande entre par erreur dans la bouche de Warren et elle essaie de le retirer, mais elle est choquée lorsque Robert frappe ses mains sur la table, exigeant de savoir si elle vient de mentionner le mont Tua. Il pousse Seo-jung de côté avec colère et demande si elle fait référence à la planète Mont Tua, qui est aussi sa ville natale. La fille avale par erreur la viande coincée dans sa bouche et commence à s'étouffer, ce qui la fait tousser. Mais Lee ne le remarque même pas car il mange comme une bête. Robert exige qu'elle lui dise immédiatement ce qui s'est passé au Mont Tua, tandis que Warren continue de tousser. En regardant le dilemme, Sunja fronce simplement les sourcils et mentionne que les humains sont complètement anormaux. Pendant ce temps, dans le vaisseau de la matrone de l'épée du ciel de l'Ouest, nous voyons qu'un de ses grands tubes semble avoir été brisé. Du tube brisé, le corps désormais conscient d'Elena tombe au sol et elle commence à tousser en présence de la matrone de l'épée du ciel occidental. Sa mère la regarde simplement avec inquiétude et la laisse tousser et reprendre ses esprits. Elle lui demande immédiatement ce qui lui est arrivé au mont Ua, mais Elena continue de tousser abondamment. Elena, qui a encore du mal à reprendre son souffle, se ressaisit enfin et jette un coup d'œil à sa mère. Ensuite, nous retournons à l'auberge de la grue sauvage où Lee avait rencontré l'escouade du loup rouge. À l'intérieur de l'auberge, le gardien de l'auberge, Wang le 18e, regarde des images de la rencontre de Lee avec Elena. Il regarde à l'écran alors qu'elle fait ses mouvements et qu'il les esquive. Il voit aussi Lee utiliser l'épée du cœur quand il se lasse d'esquiver ses attaques, ce qui provoque l'explosion qui a déchiré l'espace. Wang se regarde avec excitation, avec ses gardes derrière lui, qui regardent aussi avec grande surprise. Il se souvient de sa conversation avec Seo-jung et se rappelle quand elle lui a demandé combien vaut une collection complète de manuscrits d'arts martiaux vieux de 2000 ans. Il se souvient qu'elle avait dit qu'ils étaient tous des originaux et qu'ils étaient de rang S. Dans le présent, il est choqué d'apprendre qu'elle disait la vérité et qu'il avait laissé passer une affaire qui pourrait valoir une fortune. Nous retournons au district 32 de la secte du démon céleste. Les images d'Elena se lançant vers Lee, qui reste simplement là, sont diffusées à l'écran. Peu après, on voit Elena essayer de porter plusieurs coups à Lee, qui l'esquive sans effort. Une expression d'horreur se dessine sur le visage du commandant du district 32, Youngri Tak. Il regarde avec horreur et demande ce qui se passe en voyant Lee brandir l'épée du cœur pour achever Elena. Derrière lui, la matrone de l'épée du ciel de l'Ouest demande ce qu'il pense des images et dit que l'art martial semble assez familier, et il se tourne vers elle. Elle le fixe et attend sa réponse, espérant qu'il comprendra que l'art martial est lié à la secte démoniaque. Jung reconnaît que c'est un niveau de prouesse martiale jamais vu ou entendu auparavant, mais il lui dit qu'il ne comprend pas ce qu'elle veut dire en disant que c'est familier. La matrone de l'épée le fixe simplement, se demandant s'il ne sait vraiment rien sur la nouvelle personne qui vient d'apparaître sur leur radar. Jung la fixe également, maintenant son point de vue que l'art martial ne semble pas familier. La matrone de l'épée pense en elle-même qu'il semble vraiment qu'il n'ait aucune idée que l'art martial utilisé par Lee est lié à leur secte du démon céleste. Elle lui demande pourquoi il a décidé de poursuivre notre gars et pourquoi il a impliqué Greenwood. Le commandant lui dit que c'est une affaire interne de leur secte et que ce n'est pas quelque chose dont elle devrait se préoccuper, même si elle est la matrone de l'épée qui règne sur la zone cosmique du ciel de l'Ouest. Il fronce sévèrement les sourcils et maintient sa position, mais le côté gauche de son cou est soudainement coupé. Jung subit une coupure au cou et commence à saigner. Pendant ce temps, la matrone de l'épée brandit son épée et il est clair qu'elle a réussi à le couper depuis l'endroit où elle se tient en un clin d'œil. Elle développe soudainement une aura maléfique autour d'elle et continue de brandir son épée, impliquant qu'elle obtiendra l'information qu'il le veuille ou non. Jung, quant à lui, a le tissu autour de son cou coupé et ne subit que des dommages superficiels à sa peau, ce qui signifie qu'elle aurait pu aller plus loin si elle l'avait voulu, mais avait décidé d'épargner sa vie. Le commandant place une main sur son cou pour arrêter le saignement et lui demande si elle déclare la guerre contre leur secte démoniaque. Elle lui demande en plaisantant s'il pense qu'elle, parmi tous, craindrait l'effusion de sang. Il la regarde, tenant toujours son cou pour empêcher le sang de sortir. Il raisonne qu'elle est une femme qui, poussée par une obsession pour les arts martiaux, a même dévoré ses propres enfants. Jung décide qu'elle n'est pas du genre à considérer le profit ou la perte pour elle-même lorsqu'elle poursuit son obsession pour les arts martiaux. Il est clair d'où Elena tient sa passion. L'épée de la matrone de l'épée commence à brûler d'un feu rouge vif et on dirait qu'elle va descendre. Elle commence à s'éveiller et une flamme violette couvre toute la pièce et elle lui demande s'il va répondre ou choisir de mourir. Il lui dit que le choix est évident car même si les 1076 artistes martiaux du district 32 l'attaquent en sens bleu, ils ne peuvent pas surpasser la force de la matrone de l'épée. Donc il est clair qu'il a choisi de mourir. Il active son propre pouvoir martial et génère du feu dans ses deux mains. Et propose qu'il commence le combat même s'il sait que cela le mènera à sa perte. Il lui dit qu'elle ferait mieux de se dépêcher si elle prévoit de les abattre tous les 1076. La West Haven Sword Moran lui sourit simplement, intriguée par sa détermination. Elle pense à ce que les gens disent, que la secte du démon céleste devient plus forte chaque jour, alors elle décide de laisser tomber. Elle lui dit que la méthode utilisée par la personne inconnue avec laquelle ils ont affaire est la technique de l'épée Sura du cœur démoniaque. Jung, qui prévoit toujours de se battre avec une intention meurtrière dans les yeux, est choqué d'entendre qu'elle mentionne que cet art martial est lié à la secte démoniaque. Il demande ce qu'elle veut dire par là. La matrone de l'épée répète que l'épée du cœur qui a abattu sa fille était la technique de l'épée Sura du cœur démoniaque, deuxième dans la hiérarchie martiale de la secte du démon céleste. Le commandant est sincèrement surpris d'entendre son affirmation et lui dit que ce n'est pas possible car la technique de l'épée Sura du cœur démoniaque est un art martial perdu depuis des milliers d'années. Il dit qu'elle n'existe que dans les légendes et que personne dans leur secte ne l'a jamais pratiquée. La matrone de l'épée répond en disant que ce n'est pas son problème si ses connaissances sont insuffisantes. Elle lui dit qu'elle lui a dit ce qu'elle sait, alors elle lui demande à nouveau pourquoi il a choisi de poursuivre la personne dont il parle. Elle se réfère à l'image de Lee à l'écran et demande pourquoi il a choisi de le poursuivre.
poursuivre. Jung reste silencieux et la fixe un moment, se demandant s'il doit divulguer l'information. Il lui dit qu'il n'était pas après Lee. Il pointe Warren et dit qu'elle était celle qu'il poursuivait. Pendant ce temps, dans un endroit appelé le système stellaire orbitant Telaviatra, les S-Devil arrivent sur la planète natale de Robert et Warren, la planète Muntwa. Ils pénètrent dans son atmosphère et atterrissent à sa surface. Ils atteignent le comté de Warren, appelé comté de Waum, et l'endroit ressemble au Japon ancien et semble assez paisible. Le comté semble presque déserté car tous les magasins sont abandonnés et on ne voit personne nulle part. Peu importe où vous regardez, toutes les lumières sont allumées et les maisons ont l'air propres, mais personne n'est visible. Lorsqu'ils entrent sur la planète, Ser-Young demande à Warren ce qui ne va pas et pourquoi la Terre est complètement vide. Elle demande pourquoi il n'y a personne, se demandant s'il y a une sorte de fête. Robert regarde autour de lui avec horreur et dit qu'il ne pense pas car toutes les portes des magasins sont ouvertes. Ils atterrissent bientôt et regardent à travers la caméra, voyant tous les magasins ouverts avec plusieurs ustensiles de marché au sol sans surveillance. Sunja leur dit que la ville compte plus de 10 000 habitants, mais elle ne semble détecter aucun signe de vie. Robert devient à nouveau frénétique et commence à secouer le capitaine. Il insiste sur le fait que quelque chose a sûrement dû se passer et dit qu'il devrait descendre rapidement. Il dit que quelque chose de terrifiant a dû se produire et que tout le monde est sûrement mort ou a fui. Ser-Young essaie de le calmer et lui demande pourquoi il est si agité tout d'un coup. Il lui dit que le mont Hua est sa ville natale et crie qu'ils doivent sauver le mont Hua. Ser-Young essaie de se dégager de son emprise et commence à tousser. Elle lui dit de lâcher parce qu'elle ne peut pas respirer. Alors qu'elle essaie de lui faire lâcher ses vêtements, des larmes coulent des yeux de Warren alors qu'elle regarde son pays natal déserté. Warren pleure profondément tandis que Lee regarde simplement le paysage de la planète. Il lui demande ce qui se passe et lui dit de parler si elle sait quelque chose sur la raison pour laquelle l'endroit est désert. Elle hésite avant de parler et il semble qu'elle en sait pas mal à ce sujet. Avant qu'elle ne puisse parler, Sunja leur dit qu'elle a détecté un signal de vie. Les mots de Sunja attirent leur attention et ils se tournent rapidement pour entendre ce qu'elle a à dire. L'androïde leur dit que le signal de vie provient du pavillon Jia à l'intérieur du quartier général principal du mont Hua, à en juger par sa localisation. Robert arrête de se débattre avec Ser-Young lorsqu'il reconnaît le pavillon Jia et mentionne que le pavillon Jia est l'endroit où réside le chef de la secte du mont Hua. Sunja confirme ce qu'il a dit, mais lui indique que le signal de vie est fort, mais semble provenir d'une seule personne. Warren ne dit rien et reste silencieuse, et il semble qu'elle sait qui est la personne. Plus tard, ils atteignent avec succès le pavillon Jia la nuit. Le bâtiment a l'air grandiose mais semble actuellement sinistre et couvert de fumée. Ils se tiennent tous à l'entrée et se demandent ce que ce bâtiment à l'apparence inquiétante pourrait bien contenir. Ser-Young se retourne lorsqu'elle entend un bruit fort. Il s'avère que c'est Robert qui porte une sorte de costume d'Iron Man et elle lui demande ce qu'il fait. Il lui dit que quiconque se trouve dans le pavillon Jia fait partie de ceux qui ont touché à sa patrie et il ne prévoit de pardonner aucun d'entre eux. Ser-Young lui demande simplement si sa combinaison de combat est toujours fonctionnelle. Elle mentionne qu'elle pensait qu'il l'avait rangée dans l'entrepôt dès qu'il avait été démobilisé et qu'il l'avait ensuite vendu. Robert insiste sur le fait qu'une fois soldat des forces spéciales, toujours soldat des forces spéciales, et se vante de toujours huiler et polir la combinaison chaque jour. Lorsqu'il s'approche d'une ouverture de tunnel devant le pavillon, le capitaine demande à Sunja s'il est toujours là par les communications. Elle lui demande si elle détecte toujours une réponse, juste pour être sûr qu'ils ne poursuivent pas un mirage. Sunja répond que le signal de vie se renforce et leur dit de faire attention, car cela ne semble pas être humain. Ser-Young prend note de l'information et suggère qu'il déploie d'abord un drone de reconnaissance pour les aider à identifier ce que c'est avant d'entrer. À proximité, Robert s'exclame, en entendant que ce qu'ils poursuivent pourrait ne pas être humain. Avant que la capitaine puisse terminer sa déclaration, Robert se précipite dans le tunnel en criant qu'il va tuer quoi que ce soit et menace le monstre de sortir parce que les forces spéciales sont là. Ser-Young et Lee le regardent simplement avec surprise, ne sachant pas quoi dire. La capitaine mentionne combien il est étrange qu'ils fassent tout ce vacarme juste parce qu'ils sont dans sa ville natale. Elle décide qu'il n'est pas nécessaire d'envoyer un drone puisque monsieur le patriote a dû alerter la cible avec tout son bruit, alors il se dirige vers l'ouverture et elle leur dit de rester sur leur garde. Juste avant qu'ils n'entrent dans le tunnel, une flamme jaillit du tunnel et se dirige droit vers eux. Ser-Young remarque la lumière vive et est choqué, se demandant ce que cela pourrait être. Le flot de feu sort du tunnel et brûle tout sur son passage, espérons qu'ils ne sont pas en train d'affronter un dragon. Le feu est si puissant qu'il dépasse le tunnel devant le pavillon Aja et atteint les maisons construites devant. Peu de temps après, le flot de feu se rétracte dans le tunnel et tout se calme à nouveau. Ser-Young est choqué par ce qui vient de se passer et reste sans voix. Warren est également choqué qu'un tel grand incendie les ait frôlés et qu'ils soient en vie. Comment ils sont en vie est la partie amusante. Les deux dames sont vues pressées l'une contre l'autre pour éviter le feu et la position est assez embarrassante. Il s'avère que Lee les avait rapidement portées sur ses jambes et avait créé un bouclier qui bloquait le feu pour les garder en vie. Lee ne remarque même pas leur position compromettante et regarde plus profondément dans le tunnel, se demandant d'où venait le feu. Ser-Young reprend ses esprits et regarde derrière lui, demandant d'où le feu est soudainement venu. Notre gars suggère qu'ils avancent et dépose Ser-Young sur Warren sur ses pieds. Ser-Young tombe sur le dos et laisse échapper un gémissement de douleur. Lorsqu'ils avancent, ils tombent sur Robert, dont le costume semble avoir été gravement brûlé, et il se demande s'il est mort ou vivant. Ser-Young s'approche de lui et lui demande de dire quelque chose s'il est vivant, mais il reste figé comme s'il avait été rôti à mort. Le capitaine signale Sunja par les communications et lui demande de le scanner pour savoir s'il est encore en vie. Sunja effectue un scan sur le système et les rassure qu'il va bien car, heureusement pour lui, sa combinaison de combat a fait son travail. Ser-Young se demande pourquoi il ne parle pas s'il est encore en vie et Sunja lui dit qu'il est probablement juste terrifié. Le capitaine s'exclame en réalisant le problème et donne à Robert plus de temps pour reprendre conscience. Pendant ce temps, Lee examine le tunnel et se demande d'où vient le feu soudain. Lorsqu'il lève les yeux, il voit une traînée d'éclairs roses.
rose, ce qui attire son attention. En regardant de plus près, il remarque quelque chose éparpillé à la fin du tunnel. Il s'avère que ce sont de petits pétales de fleurs roses qui créent ces traînées de lumière. Un pétale atterrit sur les cheveux de notre gars et se brise à cause de sa fragilité, ce qui le déroute. Soudain, tout le tunnel se remplit de milliers d'autres pétales de fleurs sortis de nulle part. En avançant, il voit pas que les pétales de fleurs émanent d'un homme qui semble être assis sur un trône. L'homme s'avère être le chef de la secte du Mont Fua et il est assis sur son trône, les yeux fermés, enveloppé d'une énergie puissante, et il semble inconscient de leur présence. Lee fronce les sourcils en le regardant, se demandant toujours ce qui se passe. Seryung le voit aussi et demande à Sunja si l'homme qu'il regarde est la source du signal de forme de vie. Sunja lui dit qu'il est la source et qu'il doit être le chef du Mont Fua. Sunja le présente comme le souverain de l'épée fleurissante, Yongjok-san, ce qui choque Seryung. Elle le regarde de plus près et est choquée d'apprendre que l'homme est le souverain de l'épée du Mont Hua. Lee tend la main et attrape une des fleurs de prunier et la regarde de près. Il dit que le fait que les fleurs de prunier s'ouvrent à cause de la chaleur signifie qu'il a atteint le sommet de la technique du cœur du parfum céleste de la fleur de prunier. Alors que la fleur de prunier se brise dans ses mains et dégage une couleur violette, il se demande pourquoi elles ont fleuri en violet. Il en déduit que cela signifie que la technique du parfum céleste de la fleur de prunier s'est mélangée avec une autre technique appelée le cœur divin de la brume pourpre. Pendant ce temps, Yang reste assis là et ignore leur présence, avec des traînées de lumière rose et violette émanant de son corps. Pendant ce temps, Huaren le fixe avec des larmes coulant de ses yeux. Étrangement, elle l'appelle papa. Il semble que le souverain de l'épée, qui semble complètement inconscient de son environnement, soit le père de Huaren. Lee reste là à regarder Yang et il pense que cette situation n'a pas l'air bonne du tout. Yang est assis sur son trône, inconscient de leur présence, et il semble être dans sa propre zone. Seryung s'approche de Lee et lui demande quel est le problème. Il lui dit que la technique du cœur du parfum céleste de fleurs de prunier incarne l'extrême Yang, tandis que l'art divin de la brume pourpre incarne l'extrême Yin. Ainsi, même les anciens du Mont Fua ne peuvent en maîtriser qu'un seul. Il lui dit que deux Yang extrêmes sont le feu, et l'extrême Yin est l'eau, et lui demande ce qu'elle pense qu'il se passera lorsqu'ils se mélangent. Il répond à sa propre question en disant que lorsque les désirs d'un artiste martial dépassent leurs limites, un démon prend racine dans leur cœur et cette personne n'est plus humaine. Lee commence à invoquer l'épée du cœur comme il l'a fait avant de vaincre Elena et on dirait qu'il prévoit d'éliminer Yang parce qu'il a été possédé par un démon. Il dit à Seryung de prendre les autres et de fuir car le combat ne sera pas facile. Alors qu'il s'éveille dans son état énergétique et qu'une aura pure emplit l'air, il lui dit que même lui ne peut garantir leur sécurité dans un tel combat. Avant qu'il ne puisse frapper, Huaren se précipite vers Yang et l'appelle papa. Seryung crie et lui dit d'arrêter de s'approcher de l'homme, mais Huaren ignore simplement ses avertissements. Pendant ce temps, Lee se prépare à frapper quand il réalise qu'il est trop tard pour les mettre en sécurité. Sunja regarde avec surprise sur son visage, se demandant ce qu'il adviendra de la fille. Sur l'horloge, il reste juste 2 secondes avant 18h, et Sunja réalise que la fille et tout le monde là-bas sont en danger. Pendant ce temps, Huaren ignore tous leurs avertissements, étend simplement les bras pour étreindre son père qui laisse encore échapper des éclairs de son corps. L'horloge à l'écran devant Sunja montre qu'il ne reste qu'une seconde avant 18h. À l'intérieur du tunnel, la fille étreint son père, et il semble que l'énergie émanant de lui ne l'affecte pas du tout. Les yeux de Seryung s'écarquillent en la regardant, mais notre gars se contente d'observer pour voir ce qui va se passer. Soudain, les fleurs et la lumière autour du trône deviennent d'un jaune vif et commencent à disparaître. Yang se lève de son siège et étreint Huaren, et il semble qu'il puisse maintenant sentir sa présence. Il la regarde avec amour paternel et tient sa tête en l'embrassant. Le capitaine est plus qu'effrayé et demande ce qui se passe. Et pourquoi l'homme est soudainement passé d'un monstre terrifiant à un père aimant. Sunja leur dit par radio que c'est normal parce que le monde est redevenu normal. À l'intérieur du vaisseau, Sunja regarde l'écran avec incrédulité. Et Seryung lui demande de quoi elle parle. L'androïde lui dit que tout est normal maintenant. Sur l'écran, il est indiqué que l'heure est quelques secondes après 18h. Pendant ce temps, dans la ville, les gens semblent se promener comme si de rien n'était. Sunja continue de regarder à travers leur caméra et elle leur dit qu'elle voit des gens dans les rues. Elle continue de regarder partout et il semble que les gens ont commencé à se déplacer dans tous les endroits qui semblaient déserts auparavant. Il y a des couples qui se promènent, des gens qui se promènent pour acheter des choses et bien d'autres encore. Sunja explique que les personnes qui avaient disparu semblent être revenues. Pendant ce temps, Yang continue d'enlacer Huaren. Seryung continue de regarder devant elle et elle n'arrive pas à comprendre le fait que chaque personne disparue semble être apparue en même temps. Lee, en revanche, ne semble pas du tout impressionné et on le voit regarder avec un froncement de sourcils. Les gens se promènent dans la ville à l'aube et il ne semble pas être conscient que personne n'était en ville il y a quelques minutes à peine. Robert, Seryung et Sunja vont s'asseoir dans l'un des restaurants et ils semblent perturbés par tout ce qui se passe. Seryung demande à Sunja pourquoi elle n'avait détecté aucune forme de vie et lui demande si le bioscanner était défectueux. Sunja, qui est en train de boire, lui dit qu'elles l'ont vérifié ensemble et qu'elles avaient confirmé que le scanner était normal. L'androïde se connecte à nouveau au scanner et confirme qu'il est toujours normal même pendant qu'elle parle. En scannant les gens, elle remarque que quelque chose ne va pas avec les personnes autour d'elle. Elle dit aux chasseurs de primes que les gens ici ont tous leur énergie interne drainée. Les adultes comme les enfants ne semblent pas montrer de lecture d'énergie interne. Robert dit que cela ne devrait pas poser tant de problèmes puisque les gens ont l'air bien, mais Seryung se sent toujours assez mal à l'aise. Il leur dit que c'est bien puisqu'il pensait qu'ils étaient morts avant mais ont maintenant découvert qu'ils sont vivants. Il regarde derrière lui et dit qu'il a faim, alors il décide de commander de la nourriture. Robert fait signe à l'employé du restaurant et essaie de lui indiquer de
prendre sa commande. Le serveur commence à marcher vers eux. Alors Robert leur mentionne qu'elle vient prendre leur commande. Lorsqu'elle s'approche d'eux, Robert lui dit qu'il prendra une double portion de nouilles et un grand porc spécial dong. Il remarque soudain quelque chose d'étrange et s'arrête de parler. La serveuse passe juste devant lui et elle ne semble pas prêter attention à un mot qu'il a dit. Robert reste figé, les mains toujours en l'air, se demandant si elle a juste un mauvais service client ou si elle ne l'a pas entendu. Il regarde en arrière et la remarque en train de s'occuper d'autres clients et se demande pourquoi elle est passée devant lui et se demande si elle était trop occupée pour l'entendre. Lorsqu'elle revient vers eux, il est soulagé qu'elle revienne, alors il lui crie qu'il aimerait passer une commande. La dame passe à nouveau devant lui sans dire un mot et c'est comme s'il n'était pas là. Robert se fige à nouveau, les mains en l'air, et cette fois, il ouvre simplement la bouche, confus. Il s'exclame soudainement, se demandant ce qui se passe et pourquoi le serveur continue de l'ignorer. Sunja l'aide à comprendre et lui dit que ce n'est pas qu'elle ne l'a pas entendu, mais c'est comme si les gens autour d'eux ne pouvaient pas les voir du tout. Sunja explique que personne dans le restaurant ne s'est jamais arrêté pour les regarder. Même quand ils sont juste devant eux, ils passent toujours comme s'ils faisaient partie du décor. Seryung a un mauvais pressentiment à ce sujet, mais elle dit qu'elle ne veut pas s'impliquer et se couvre à cause du froid. Pendant ce temps, on voit Yang prendre son thé du matin juste après avoir quitté l'endroit où il a étreint Hwaren. Il verse du thé de sa théière dans de petites tasses et s'assoit pour profiter de la matinée. Il boit bientôt le thé et s'amuse, même s'il y a des invités devant lui. À proximité, Hwaren explique à Lee qu'il n'est pas quelqu'un qui boirait impoliment son thé seul, alors que des invités sont devant lui. Elle l'appelle avec peur, mais il ne semble pas du tout conscient de leur présence. Elle lui dit qu'il ne peut pas les voir et c'est pour cela qu'il agit ainsi. Elle l'informe aussi qu'il est comme ça depuis qu'elle est revenue de sa tournée. Pendant ce temps, Young continue de siroter et d'apprécier son thé tranquillement. Hwaren dit à Lee que le plus étrange, c'est qu'il fait tout son travail et ses tâches normalement. Elle dit qu'il va aux inspections, prend ses repas et s'occupe de ses jardins comme il le fait toujours. Elle dit qu'il fait ses choses exactement aux mêmes heures chaque jour, comme une poupée mécanique. Lee s'approche de lui et il a l'air effrayé. Il agite la main devant le visage de Young, mais il ne réagit pas. Alors Hwaren lui dit que c'est inutile, car il ne peut pas les voir. Elle lui dit qu'il doit être prudent car quelque chose peut mal tourner si on l'empêche de faire sa routine répétitive. Lee, qui n'a pas entendu cette partie, tire la tasse des mains de Young. Hwaren panique et crie que ce qu'il a fait était une très mauvaise idée et lui dit de s'écarter. Lee, qui a été surpris de voir sa réaction, ne remarque pas le souverain de l'épée balancer son épée vers son cou pour l'avoir interrompu. Avant que le souverain de l'épée ne termine son mouvement, notre gars, toujours rapide, se penche en arrière et esquive l'attaque. Il regarde l'épée passer au-dessus de lui et réalise qu'elle est sur le point de descendre. Alors qu'il lève les yeux vers Young, qui dirige rapidement son épée vers le bas et tente de le clouer au sol avec, Lee roule rapidement sur le côté et évite plusieurs mouvements rapides de la lame de l'épée vers lui. Le souverain de l'épée se déplace à une vitesse fulgurante, mais heureusement, notre gars est tout aussi rapide. Le souverain de l'épée se déplace si vite qu'il semble couper avec plusieurs épées à la fois, et Lee n'a pas d'autre choix que de continuer à esquiver. Yang crée une force énergétique dans ses mains, et tente de le libérer vers Lee, qui se tient juste devant lui. Lee devient en colère et lui dit que ça suffit, se précipitant pour le rencontrer avec sa propre force énergétique, car il est dangereux de le laisser le libérer. Notre gars frappe ses paumes contre celles de Young pour arrêter l'effet de sa technique martiale et prévenir une explosion. La force libérée par les deux sources d'énergie est si forte qu'elle crée une grande vague d'explosion qui déchire la pièce et blesse presque Hwaren. En regardant le combat, elle crie à Lee d'arrêter le combat. Le poids de l'explosion projette Young en arrière dans la fumée, mais Lee tient toujours bon. Yang se relève avec une intention meurtrière dans les yeux et tout son corps émet des éclairs. Pensez que tout cela est à cause d'une tasse de thé. Notre gars remarque qu'il montre la réaction d'exhiber le yang et le yin extrême ensemble comme il l'a fait dans le tunnel. Hwaren crie simplement que la seule façon de l'empêcher de continuer son déchaînement est de lui rendre sa tasse de thé. Lee continue de le regarder et il mentionne que lorsqu'une personne essaie de dépasser une limite impossible, son corps ne peut pas le supporter. Ainsi, le principe devrait être que la personne tombe dans des démons intérieurs. Son corps éclate comme un ballon et elle finit en morceaux. Alors qu'il regarde Young augmenter en énergie et marcher vers lui, Lee se demande que ce qu'il fait devrait clairement être un domaine impossible à parcourir et il aurait dû mourir. Young continue de marcher vers lui, entouré d'un feu ardent ainsi que de lumière violette et rose. Soudain, une grande fleur de prunier apparaît à nouveau de nulle part. L'extérieur rose de la fleur est corrompu par une couleur violette, et elle se déplace devant Young, qui marche vers lui avec un tourbillon autour de lui. Lee se demande qu'il semble être un humain, mais qu'il n'est pas un humain en même temps. Et il se demande pourquoi sa situation est particulière et quelle est l'histoire derrière cela. Hwaren lui crie encore de se dépêcher, car attendre trop longtemps peut être dangereux. La fleur menaçante et mortelle se rapproche de Lee, qui reste toujours accroupi. Hwaren observe toute la scène avec effroi, espérant qu'il puisse rendre la coupe rapidement. Lee sort soudainement la coupe et se prépare à lancer. Il balance en arrière pour prendre suffisamment d'élan pour atteindre Young. Il le lance bientôt avec une grande force, et la tasse vole vers Young. La tasse vole vers la grande fleur de prunier à l'apparence redoutable. La tasse se dirige droit vers son centre, et il semble que la fleur va arrêter son mouvement. Heureusement, la tasse déchire le centre de la fleur et la traverse. En déchirant la fleur, celle-ci explose en un gaz violet foncé. Hwaren regarde avec anticipation, espérant que la tasse atteindra son père et que tous les combats cesseront. Soudain, Young attrape la tasse en plein vol, et il semble que c'était ce pourquoi il se battait depuis le début. Après que le souverain de l'épée récupère la tasse, le feu rose et la foudre autour de lui commencent à s'estomper rapidement. L'affichage d'énergie autour de lui s'arrête après qu'il
qu'il attrape la tasse, et il semble que les choses reviennent à la normale. Young revient à son état précédent et continue à boire son thé dans sa petite chaise. Il verse un peu plus de thé dans la tasse comme il l'a fait précédemment, et ignore les deux personnes dans la pièce, comme si elles n'étaient pas là. Lee fronce les sourcils en le regardant, réalisant que l'un d'eux a failli mourir juste à cause d'une tasse de thé. Warren semble légèrement soulagé de voir que les choses ont été résolues. Peu après, la nuit tombe et tout redevient sombre. Warren raconte à Lee comment elle est rentrée chez elle après avoir terminé sa tournée interstellaire il y a une quinzaine de jours. Pendant ce temps, Sunja, Se-ryung et Robert marchent parmi les gens, se demandant ce qui se passe vraiment. Hua dit à Lee que lorsqu'elle est revenue, elle a remarqué que tout avait changé. Dans les rues, le trio continue de marcher, se demandant si quelqu'un peut les voir. Warren dit à notre gars que tous les gens agissent comme s'ils étaient des poupées mécaniques, et ils continuent de répéter les mêmes choses au même moment de la même manière. Alors qu'il est encore dans les rues, Robert tend la main et essaie d'arrêter un des hommes qui marche dans les rues. Warren dit à Lee qu'une autre chose étrange se produit si vous essayez d'empêcher les habitants de faire leurs activités répétitives. Dans les rues, l'homme que Robert arrête s'arrête simplement sur place et ne se retourne pas du tout. Robert parle à l'homme et lui dit qu'il aimerait lui poser des questions sur ce qui se passe sur la planète, mais l'homme semble très occupé par un appel sur son iPhone. Robert arrête de parler quand il réalise que l'homme ne lui répond pas du tout, mais continue sur son téléphone. Tout à coup, il s'exclame en remarquant que l'homme s'est figé en pleine rue et ne bouge pas un membre. Warren dit à Lee que chaque fois que vous essayez d'empêcher les gens de faire leurs activités habituelles, il s'arrête. Pendant ce temps, Robert essaie de faire signe à l'homme, mais il n'obtient pas de réponse. Pas seulement ça, tout le monde cesse de bouger. Warren dit à Lee qu'il se passe autre chose après que tout le monde ait cessé de bouger. Dans les rues, chaque personne commence soudainement à disparaître, comme si elle n'avait jamais été là. L'homme que Robert a arrêté disparaît juste devant ses yeux, et il le regarde surpris. Il est vraiment choqué et se demande ce qui se passe. Il regarde vers Sunja et lui demande ce qui vient de se passer et s'ils viennent de se téléporter. Sunja regarde aussi les gens disparaître et elle lui dit qu'elle ne sait pas. Se-ryung regarde Sunja et lui demande ce qu'elle veut dire par là, car personne ne peut savoir si elle ne sait pas. L'androïde leur dit que cela ressemble à une téléportation, à en juger par la forme d'onde des particules, mais le problème est que c'est à trop grande échelle. Se-ryung ne comprend pas et lui demande ce qu'elle veut dire par là, car elle n'avait pas regardé en arrière pour remarquer que tout le monde avait également disparu. Elle et Robert regardent derrière eux et ils réalisent qu'ils sont tous seuls. Elle demande à Sunja où tout le monde est soudainement allé. Sunja continue simplement à scanner l'environnement et elle leur dit que tous les signes de vie ont disparu de toute la planète. Le capitaine est choqué d'entendre cela et lui demande de répéter ce qu'elle vient de dire. Pendant ce temps, Warren dit à Lee que lorsque tout le monde disparaît comme ça, autre chose se passe. Elle regarde dehors vers les rues et lui dit que d'étranges créatures commencent à apparaître quand les gens disparaissent ainsi. Dans les rues de la ville, Se-ryung, Robert et Sunja remarquent des choses étranges dans la rue. Dans les rues de la ville, une armée de robots marche vers eux. Ils avancent tous de manière régulière et une brume semble soudainement couvrir le sol. Robert, Se-ryung et Sunja les regardent avec horreur et Robert demande ce que sont ces choses. Les robots semblent tous brandir des épées et continuent de marcher vers eux de manière rythmée. La brume devient plus épaisse et des centaines de robots viennent vers eux de toutes les directions. La capitaine répond qu'elle n'est pas sûre non plus, mais elle dit qu'il semble qu'ils soient dans une situation très dangereuse en ce moment. Elle se fige sur place et regarde le robot marcher vers eux, incertaine de la direction à prendre puisqu'ils sont piégés. Elle demande à Sunja si ce sont des androïdes tout en les regardant. Elle demande aussi pourquoi ils semblent tous à moitié finis puisque leur région abdominale ne contient pratiquement rien d'autre qu'une tige de fer de connexion. Sunja les scanne avec son scanner et lui dit que ce ne sont pas des androïdes mais des droïdes de construction. Elle explique qu'ils sont des modèles créés pour des travaux simples comme le développement planétaire. De plus, comme ce sont des modèles anciens, ils sont équipés d'une IA de faible capacité, donc leurs capacités cognitives sont limitées. Se-ryung pousse un léger soupir de soulagement et dit qu'elle s'est affolée pour rien puisqu'ils ne sont que des droïdes de construction. Se-ryung leur dit que selon les 3 lois de la robotique, les droïdes ne peuvent jamais nuire à un humain, mais Robert n'en est pas si sûr. Il remarque qu'ils tiennent des épées et demande à quoi des droïdes de construction voudraient les utiliser. Se-ryung lui dit qu'ils les utilisent probablement à la place d'outils et marche vers les droïdes pour leur faire signe. Elle leur dit qu'il y a des gens ici et leur ordonne de s'écarter et de trouver un autre chemin pour ne pas s'agglutiner et effrayer les gens. L'un des droïdes court vers elle et essaie de lui couper les lèvres. Avant qu'elle ne puisse dire ouf, il brandit ses épées vers elle et tente de la couper en deux, mais elle libère rapidement une décharge d'énergie vers lui. J'ai toujours su que l'intelligence artificielle prendrait le contrôle du monde. Heureusement, la décharge lui donne assez d'élan pour s'écarter et éviter la coupure. Elle regarde le droïde avec colère et lui demande ce qu'il est en train de faire et se demande s'il est en panne. Leur réponse à sa question la choque, alors que plusieurs d'entre eux bondissent vers elle avec des épées dans les mains. Ils sautent comme des ninjas et commencent à la découper en morceaux avec leurs longues épées pointues. Pour les arrêter tous d'un coup, Se-ryung libère une grande explosion d'énergie vers eux en utilisant ses compétences en arts martiaux. Depuis le pavillon de Jaha, Warren et Lee voient bas la grande explosion déchirer la ville. Elle dit à Lee que ce sont les choses dont elle parlait et elles apparaissent toujours quand les gens disparaissent. Dans les rues, Se-ryung continue de lancer du feu sur les robots, tandis que Sunja s'accroche à sa taille pour sauver sa vie et Robert s'enfuit comme un lâche. Warren dit à Lee que les robots attaquent toujours tout être vivant qu'ils voient. Pendant ce temps, le trio saute sur un toit et les robots les suivent, déterminés à les déchiqueter.
Un essaim de robots est visible sur le toit et au sol et il semble qu'il n'y ait nulle part où fuir. Hwarin dit à Lee qu'elle a été attaquée quand elle est rentrée chez elle après avoir terminé sa tournée. Elle regarde vers la gauche pour voir l'endroit où son père prend le thé quand elle l'entend partir. Elle trouve l'endroit vide et dit à Lee qu'elle n'aurait pas survécu sans son père. Yang retourne à son trône et continue sa méditation. Hwarin dit à Lee que pour une raison quelconque, les robots ne viennent jamais là où se trouve son père. Pendant ce temps, Yang retourne à son trône et y repose son bras. Il s'assoit et l'endroit commence à brûler avec un feu rosâtre comme lorsqu'il venait d'arriver. Il ferme bientôt les yeux et tout son environnement est à nouveau enveloppé par le feu rose. Alors qu'il s'enfonce plus profondément dans sa méditation, la lumière rose éclatante jaillit et les fleurs de prunier réapparaissent. Hwarin dit aussi à Lee que si tout le monde disparaît, seul son père semble rester. La seule mauvaise partie est qu'il reste dans cet état et ne peut pas être atteint. Lee le regarde droit dans les yeux et lui dit que Yang essaie de tenir bon. Elle se tourne vers lui et lui demande ce qu'il veut dire par là. Il lui dit qu'il tient bon en brûlant toute son énergie interne avec son âme, prêt à affronter ses démons intérieurs s'il le faut. Il semble que c'est ainsi qu'il n'a pas été détruit. Lee pose une main sur la tête de Hwarin et lui dit qu'il semble que Yang essaie de protéger quelque chose à tout prix en parlant d'elle. Elle regarde juste son père avec pitié dans les yeux, se demandant ce qu'il doit traverser. Notre gars mentionne que les actions du souverain de l'épée sont assez admirables. Il sort soudainement de la chambre et lui dit de le suivre pour qu'il puisse s'occuper de tout cela. La fille est choquée par son départ brusque et lui demande où ils vont. Il ne se retourne pas et lui dit qu'il veut bien regarder le visage de l'ordure responsable de cela. Pendant ce temps, dans les rues, Seryung, Sunja et Robert s'échappent dans une impasse, et il semble qu'il n'y ait rien d'autre à faire que d'affronter les robots. Ils sont entourés de droïdes de tous côtés, et se demandent quoi faire avant d'être tués. Les droïdes les fixent tous avec des yeux rouges inquiétants, et ils ne semblent pas être là pour jouer. Seryung commence à bégayer, et elle demande pourquoi ils font cela et pourquoi ils attaquent les humains. Elle demande à Sunja s'il est normalement possible que des droïdes attaquent des humains. Sunja, qui se cache derrière elle, dit que c'est impossible, parce que les systèmes intelligents des androïdes ne peuvent toujours pas violer les 3 lois de la robotique. Sunja continue en disant qu'attaquer des humains n'est même pas une option pour eux, mais cela y ressemble bien. Le capitaine lui demande pourquoi ces robots agissent ainsi et se demande s'ils dysfonctionnent ou s'ils ne les voient pas comme des humains. Robert commence à calculer les chiffres grâce à ses connaissances acquises dans les forces spéciales et en conclut que, puisque les androïdes ne peuvent pas attaquer les humains, il pourrait s'agir des androïdes de combat dont il avait entendu parler. Les robots se jettent soudainement sur eux et commencent à les transpercer de tous côtés, fatigués de leur bavardage, et les hommes se préparent à l'impact. Seryung sort son épée et dit à Sunja de bien s'accrocher et de se cacher pour éviter d'être touché par leurs épées. Soudain, plusieurs faisceaux de lumière frappent les robots volants en plein vol. Les impacts sont si puissants qu'ils en brisent certains en morceaux et les désarment de leurs épées. L'impact provoque une énorme explosion dans le ciel alors que de nombreux robots explosent. Seryung et Sunja regardent avec surprise, se demandant qui était soudainement venu les sauver. Juste derrière eux, Robert apparaît à nouveau avec son costume de combat et arrive en tirant de toutes ses armes. Il annonce soudain qu'ils ne sont pas des droïdes. Il leur dit qu'ils s'appellent quelque chose comme Iron Gangsi. PS, les Gangsi sont des cadavres réanimés ou des zombies. Les Iron Gangsi ne semblent pas abandonnés parce qu'ils ont été découverts et se réorganisent pour frapper à nouveau. Pendant ce temps, dans un endroit lointain, quelqu'un nommé Contre-Richel observe toute la lutte sur un écran. Une autre personne lui présente que les personnes à l'écran s'appellent Blazing Devil Tang Seryung et à côté d'elle se trouve PL0316KBT, l'androïde intelligent Suna, tout en regardant une image de paniqué. Elle explique que la troisième personne est l'ancien premier sergent de l'unité de combat de la galaxie du Nord, division tactique spéciale, Robert Carlyle. La personne faisant la présentation semble être un autre Iron Gangsi et elle explique à son patron que les S-Devil sont un groupe de chasseurs de primes opérant principalement en périphérie de la galaxie. Elle mentionne qu'ils ne sont pas une menace et qu'ils peuvent être éliminés en 10 secondes. Son patron lui demande si elle vient de dire que Robert était de l'unité de combat de la galaxie du Nord. Tandis qu'il regarde l'image de Robert fonçant armes à la main et battant les Gangsi, il confirme s'il est aussi de la division tactique spéciale. La Gangsi lui demande si elle doit donner l'ordre de les éliminer. Il regarde l'écran avec son visage à moitié métallique et envisage la prochaine action à entreprendre. Pendant ce temps, Lee arrive à l'endroit où les gars se battent contre la Gangsi. Il remarque plusieurs pièces robotiques cassées au sol et demande ce qui se passe. Le combat semble terminé, alors il leur demande comment le combat est déjà fini alors qu'ils se battaient à l'instant. Plusieurs pièces robotiques sont éparpillées sur le sol et même sur le toit. Robert lui répond et se vante d'avoir tout donné contre les robots cette fois-ci. Il mentionne qu'il attendait chaque jour un jour comme celui-ci et cela explique pourquoi il n'a pas jeté son costume. Il montre son costume un moment pour leur prouver qu'il est beau et entièrement fonctionnel. Il se vante d'avoir tout gardé bien huilé en attendant un jour comme celui-ci et Lee le regarde avec surprise quand il demande sarcastiquement ce qui se serait passé aujourd'hui s'il avait écouté quelqu'un et vendu son équipement d'occasion, faisant évidemment référence à Seryung. Elle fronce les sourcils et croise les bras, fatiguée de l'entendre jacasser. Robert explique qu'ils ont été forcés de le vendre à l'époque parce qu'il manquait d'argent et avait besoin d'argent pour les ingrédients alimentaires. Alors qu'il se vante de la façon dont il n'aurait pas pu s'en sortir aujourd'hui s'il n'avait pas tenu bon, Lee ramasse l'une des mains robotiques et l'examine. Sunja éclate la bulle de Robert et lui dit qu'ils n'ont pas affronté les Gangsi, mais qu'ils se sont retirés d'eux-mêmes et qu'ils n'auraient pas survécu s'ils avaient continué à les attaquer. Lee tient la main en métal et se demande ce que c'est, pensant que c'est une partie d'une armure. Seryung lui dit que ce n'est pas une partie d'une armure, mais un droïde, ou plutôt un robot. Il essaie de prononcer ce qu'elle a dit et l'appelle un drobo. Il lui dit de parler d'une manière qu'il comprend parce qu'il ne peut pas comprendre ce qu'elle dit. Ils n'ont jamais
eu de robots dans sa civilisation et il ne peut même pas concevoir l'idée. Ser-Young décide simplement de se reposer quelque part parce qu'elle est fatiguée et lui dit qu'il ne comprendrait pas même si elle lui expliquait, alors elle demande à Sunja de lui résumer. Sunja lui explique de penser à un robot comme à une machine qui peut penser et agir comme une personne. Il a l'air totalement stupéfait et dit que peu importe à quel point le monde a changé, il n'est pas possible qu'un morceau de métal puisse imiter un humain. Quelque chose se passe soudainement qui effraie Lee. Sunja enlève sa tête et la tend vers lui pour prouver son point de manière graphique. Notre gars perd la tête et commence à crier. Il court derrière Hwarin et manque de la faire tomber, exigeant de savoir quel genre de créature est Sunja. Ser-Young se lève et demande à Sunja si elle ne lui avait pas dit qu'elle était un androïde, mais Sunja lui répond qu'ils ont été occupés. Pendant ce temps, l'un des Gangxi détruits, qui a encore son unité d'intelligence, semble être actif. Il ouvre les yeux et regarde directement le groupe, qui semble inconscient de son activité. Il enregistre Lee ramassant Hwarin et se cachant derrière elle. Pendant ce temps, le Gangxi qui expliquait à Country Shell se connecte au flux en direct et lui dit que notre gars n'est pas enregistré dans la base de données. Dans la cachette secrète, il regarde les images à l'écran et le Gangxi ajoute que Lee ne semble pas être équipé d'un moteur d'énergie interne, ce qui indique qu'il est impur naturel. Le Country Shell se lève pour partir et leur dit qu'à en juger par les actions insensées de notre gars, il n'est pas quelqu'un dont il faut s'inquiéter. Il leur dit que la personne dont ils doivent s'inquiéter est Robert. Il dit qu'il doit être un soldat d'élite s'il vient de la division tactique spéciale de l'unité de combat galactique. Le comte pense également